Il y a 24 ans, il n'y avait pas de trans. Et au bout d'une semaine, ma mère m'a dit « Tu ne reviens pas ». C'est la question que je me pose des fois, c'est une femme, c'est un homme. On est bien d'accord. Quand c'est des hommes hétérosexuels qui viennent me voir, en général, ils viennent me voir, mais bon, après, ça se termine pas là. Mon mari va regarder la vidéo. C'est pas vraiment... Je veux pas être déshéritée, s'il te plaît, merci. J'aurais choisi mon mari pour l'argent. Mais non, mais j'ai de la chance, j'ai épousé vieux, riche et cardiaque. Le seul problème, c'est qu'il meurt pas. C'est la seule chose que je reproche à Louboutin. À Caen, des chaussures Fais passer un message. vegan. Et j'avais appelé ça le The Celebration Tour. Donc, Madonna, tu m'as volé mon concept. Merci. Il y a vraiment des tarés en France. Et il est temps que la justice française se réveille. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une figure incontournable de la scène de drague internationale, artiste transformiste franco-canadienne. Elle a illuminé les scènes du Québec, Paris, Mykonos avec son style glamour inspiré des années 50. Fondatrice de la maison Shadzy, Gisèle Shadzy, comment tu vas? Très bien, et toi? Merci de me recevoir, en tout cas. Avec plaisir, bon, franchement. Il manque que le champagne, mais sinon, jusqu'à présent, c'est très, très bien. Oui, mais tu m'as prévenu 15 minutes avant pour le champagne. Et alors, il doit y avoir une supérette à côté où on peut aller chercher du champagne. Oui, mais on n'aurait pas Demande au petit personnel. On n'aurait pas acheté du bon champagne. Mais on a nos tasses, parlons on a des tasses qui sont remplies de choses dont on ne dirait pas de quoi il s'agit. Exactement. Très bien. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Questions courtes, réponses courtes. J'ai vu les podcasts, je m'attendais à ça, je suis prête. C'est bon, t'as préparé. Exact. Est-ce que t'es plutôt talon aiguille vertigineux ou plateforme assumée? Oh, t'as pas regardé mes photos, toi, ni mes albums. Talon aiguille vertigineux, le plus haut, le plus fin, le mieux. Le frisson de la scène ou la magie de la création en coulisses? La scène. Un maquillage sophistiqué ou une perruque extravagante? Un maquillage sophistiqué. Ça se voit, non, d'ailleurs? Oui. Je pense que tout le monde à la maison pourra en juger, bien évidemment. Un club vibrant ou un shooting photo glamour? Un club vivant, ouais. Une standing ovation ou un message touchant d'un fan? Standing ovation. Ok, bon, on voit un peu plus ton univers comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu étais petit, enfant, adolescent, d'où tu viens? Je veux dire, hier, en fait. Oui, c'est ça, c'est il y a quelques années. À peine. J'ai toujours été quelqu'un de très extraverti, moins pendant l'adolescence, parce que c'est une période où j'étais pas bien dans ma peau, parce que j'avais un petit surplus de poids. Mais j'ai toujours été entourée de gens vraiment très bienveillants. Mes parents ont toujours été dans le milieu soit de la mode, artistique ou autre. Donc, j'ai vraiment eu une enfance sans problème. J'ai été très aimée par ma mère et mon père, bien évidemment. Donc, non, et surtout du moment où je me suis affirmée, que un peu à l'époque du bac, je suis devenue quelqu'un, on va dire, très populaire. Ce que vous voyez à la télévision américaine, les films comme, je pense qu'en France, c'est Moi Lolita ou je sais pas quoi, c'est exactement moi. Okay. J'étais exactement comme ça, mais sans blague. Donc, non, j'ai eu une enfance et une adolescence vraiment très, très choyée. Et tes parents donc, venaient du monde artistique? C'est comme ça? Ma mère vient du milieu de la mode. Elle a été mannequin pendant très longtemps. Mon père est également dans le domaine de tout ce qui est course automobile, mais également art. Donc, j'ai baigné dedans, bien qu'en étant au Québec. J'ai toujours eu ce côté très européen. Et je pense que c'était une chance, effectivement, d'avoir ce mélange culturel du Québec et de la France. On va parler de drag queen, de l'univers drag. Excuse-moi déjà hein, si je fais des erreurs, si je dis des choses. Je connais. Je te remettrai à ta place. Non. Je connais vraiment pas cet univers, donc j'ai préparé l'interview, j'ai plein de questions en fait. Moi, j'ai des questions dont je me suis posé et donc je pense que les gens peuvent se les poser. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà l'univers drag? Écoute, c'est une bonne question parce que même moi, parfois, je me pose la question de savoir ce que c'est que l'univers drag maintenant. C'est-à-dire que c'est un univers qui change tellement. De par les nouvelles générations, de par les drag queens. Les jeunes drag queens, elles sont de plus en plus jeunes et surtout de plus en plus jeunes, mais au fait de ce que c'est que l'univers du drag et l'art du drag. Pour moi, drag, en fait, aujourd'hui, c'est l'envie c'est presque comme le métier de comédien. C'est-à-dire qu'on a envie d'endosser un personnage. En général, quand on est un homme, une femme, hein, mais je préfère même le terme créature parce que ça va au-delà du genre. Aujourd'hui, le drag n'est plus genré. C'est le besoin, l'envie d'exprimer son art ou une autre personnalité à travers un côté flamboyant, à travers une féminité, à travers ce qui nous passe par la tête, en fait.
Maquillage, costume, perruque. Perruque, voilà. Aujourd'hui, il y a tellement... Il y a plus de termes. En fait, je trouve qu'on a cherché pendant un moment à essayer de catégoriser le drag. Et en fait, je pense que ça ne peut pas être catégorisé. Le drag, c'est ce que toi ou moi, on a envie d'en faire. OK, super. Et je pense que c'est un terme qui doit devenir, aujourd'hui, je ne vais pas dire banalisé, mais qui doit intégrer, grosso modo, tout ce côté artistique. Juste le fait de se maquiller, le fait d'avoir envie d'être quelqu'un d'autre, pour moi, c'est du drag. Tu as répondu un peu, mais j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a que des hommes dans la drague ou est-ce qu'il y a des femmes qui sont drag queen? Eh bien, en fait, ça rejoint ce que je te disais, c'est-à-dire que le drag est sans arrêt en évolution. C'est une évolution constante. Moi, donc, ça fait 24 ans que je fais ça. Il y a 24 ans, il n'y avait pas de trans dans le milieu du drag. En tout cas, dans le milieu du drag, performeur. Sur scène. Bon, il y en avait très peu. D'ailleurs, on en reviendra, je pense, mais RuPaul Drag Race, pendant très longtemps et pendant plusieurs saisons, s'est fait taper dessus parce qu'il ne voulait pas intégrer des trans. Aujourd'hui, on a des trans, on a des hétéros qui font ça, on a des bio queens, donc des femmes qui s'habillent en drag queen, donc qui sont extravagantes, qui vont mettre les faux sangs et tout pour faire de la scène. Donc, c'est devenu aujourd'hui ouvert à tout le monde, en fait. Ouais, tu devances mes questions, mais en fait, c'était... Je sais, mais j'ai tendance à faire ça, mais c'est l'habitude des affaires. J'avais demandé s'il y a des femmes transgenres, enfin voilà, et donc aujourd'hui, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc il y a des hommes qui se transforment en femmes, il y a des transgenres, il y a des... Des drag kings également, j'ai oublié les drag queens de les nommer, d'accord. mais c'est très important également parce qu'elles sont très présentes et c'est une vraie communauté. Et on a besoin de ça parce qu'en fait, le drag, l'univers du drag, c'est un univers qui a tendance à fluctuer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment, vraiment un engouement pour le drag et parfois, ça va tomber, je ne vais pas dire dans la ringardise, mais on va moins y prêter attention. Et on a besoin, effectivement, de cette nouvelle génération, de cette évolution vers d'autres genres pour, justement, rafraîchir et la scène et l'univers drag. Et les drags font de la chirurgie de temps en temps pour devenir une femme ou c'est juste du costumage? Alors, il y a différentes choses, parce que là, on touche également sur l'univers du trans ou autre. Il y a ce qui est donc opération de cosmétologie, donc moi je connais beaucoup de drag queens, hommes qui vivent en hommes, mais qui vont faire des fillers, qui vont faire du botox pour que le maquillage soit plus beau, pour ceci, pour cela. Il y a des drag queens américaines très connues qui ont fait des implants au niveau des pectoraux, des choses comme ça. Moi, j'ai été opérée il y a 10 ans pour des faux pectoraux pour avoir un effet plus poitrine. Bon, voilà. Mais après ça, évidemment, bon, les transsexuels ou autres, elles vont passer par différentes opérations, complètes, pas complètes, parce que c'est en fonction de... Aujourd'hui, et là, on touche un autre sujet, mais c'est toujours le sujet du genre et je ne suis pas... c'est pas à moi de dire qu'est-ce qui est trans aujourd'hui, qu'est-ce qui était trans il y a 20 ans, au même titre que qu'est-ce qui est drague aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas. C'est la chance que l'on a dans cette communauté de pouvoir effectivement évoluer, d'être qui l'on veut, comme on le veut. Si enfin demain j'ai envie de devenir une drague extravagante avec des très gros cheveux, mettre des pads et tout, je peux le faire parce qu'en fait, personne ne me dira quoi que ce soit. C'est ma décision et c'est mon univers. Voilà. À quel âge tu découvres l'univers du drag queen? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Eh bien, il y a 24 ans, donc je ne donnerai pas mon âge. Ça, c'est des fillers et... non, il n'y en a pas du tout. Mais ça fait 24 ans donc, que je fais du spectacle et c'est drôle parce qu'avant de préparer cette entrevue qu'on a ensemble, je me suis posé la question, je me suis dit, comment j'en suis venue là, en fait? Pourquoi j'en suis venue là? Et en fait, j'ai eu la chance de commencer dans une soirée qui s'appelait à l'époque « Une fois, c'est assez » au drag. Donc, le drag, c'est ma maison, c'est le bar, le complexe gay à Québec, où j'ai grandi. Et ils avaient une soirée qui s'appelait donc « Une fois, c'est assez » et l'animatrice et la co-animatrice de la soirée, on s'inscrivait et en fait, vous maquillez, vous prêtez des perruques, ceci, cela, et vous performiez donc devant vos amis, devant un public et tout. Et à l'issue de la soirée, l'animatrice et la co-animatrice sont venues me voir et m'ont dit en fait, tu ne peux pas arrêter. Il faut que tu continues. Et elles sont devenues ma grand-mère et ma mère de spectacle. Et elles le sont encore aujourd'hui. Et quand tu commences, là, que tu vas dans ce lieu, le drag à Québec, tu le dis à tes amis, à ta famille, ou tu restes ça caché au début? Du tout, parce qu'en fait, c'est vrai qu'une fois de plus, quand je le disais par rapport à ma famille a toujours été très ouverte. Bon, ma mère, par le milieu de la mode, forcément, avait déjà beaucoup d'amis gays et tout. Et ça n'a pas du tout été une surprise. Une fois de plus, j'ai vraiment été chanceux. On sait qu'aujourd'hui, encore en 2025, il y a des jeunes dont les parents les mettent dehors parce qu'ils sont gays, parce que ceci, parce que cela, ce qui est
inadmissible. Ouais, bien sûr. Donc, toutes les batailles ne sont pas gagnées, soyons clairs. Mais non, et ma mère était ma fan numéro un. Aujourd'hui, j'ai des vidéos qui ont 24 ans, qui étaient filmées avec un caméscope à l'époque, et c'était ma mère qui était au bar et qui me filmait. Donc j'en suis venue là, et vraiment, le soir où je l'ai fait, c'était juste pour une fois. Une fois, c'est assez, et c'est resté, donc ça fait 24 ans que ça dure. Donc tu disais, tu as fait tes débuts au bar Le Drag à Québec. Ça a été marquant pour ton début de carrière. Pour eux aussi, ça a été très marquant. Ok. Je suis devenue la reine de Québec. Est-ce que tu peux nous parler de qui est Virginie Françoise et Réglisse? Alors, si tu dis Virginie Françoise, ça ne le fera pas. Virgin Françoise. Virgin, ah oui. Virgin Françoise, désolée, maman. Virgin Françoise et Réglisse. Réglisse, c'est bien. Elle est aussi amère que le nom, donc ça, c'est très bien. Ce sont justement celles dont je te parlais, Oui. qui étaient l'animatrice et la co-animatrice à l'époque de cette soirée, qui sont devenus mes mentors, qui m'ont appris les bases du métier. Et j'ai tendance souvent, les gens qui me connaissent, mes amis, les gens qui m'entourent, savent à quel point je trouve aujourd'hui dommage. Mais je pense que c'est dans tout. Les dragues et les jeunes dragues sont devenus très individualistes. Et en France, je ne vais pas cracher sur tout le monde en France, c'est assez individualiste, puisqu'on n'a pas ce côté famille drague. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'en Amérique du Nord, le drag family, c'est quelque chose de très important. Et j'ai eu la chance de commencer à une époque où il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas l'accès aux perruques, aux front lace, au maquillage était beaucoup plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas Instagram, et on devait apprendre des autres et de nos aînés. Et c'est vrai que j'ai un certain côté jalouse parce que je vois des drag queens qui viennent notamment, moi j'anime une des plus grosses soirées gays à Paris, la Beach, je les vois, elles ont 22, 23 ans, ça fait un mois qu'elles font ça, elles sont juste à tomber par terre. Donc je me dis, c'est une chance, c'est bien pour le drag également, mais il y a peut-être moins ce côté humain que moi, j'ai eu la chance de connaître. Et je l'ai partagé avec mes filles de spectacle, qui, elles, l'ont partagé avec mes petites filles de spectacle et tout. Donc, on a une vraie grande famille. Et donc, Virgin et Réglisse sont la grand-mère et la mère. Et donc, après moi... Tu les vois encore Bien sûr, j'étais encore au Québec au mois de février. Okay. J'ai vu ma mère de spectacle. Ma grand-mère a pris sa retraite enfin. Il était temps. Elle aurait dû la prendre il y a 20 ans, mais ça, il ne faut pas lui dire. Oui, bien sûr. Puis on reste en contact. Puis je parle régulièrement à mes filles de spectacle. Et oui, non, c'est une chance. Tu choisis le nom Gisèle. Oui. Pourquoi ce nom tu choisis? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Je me pose encore la question. Eh bien, c'est toujours dans cet univers une fois c'est assez. J'étudiais en mode à l'époque et bien évidemment, le top modèle de l'époque, qui lui encore aujourd'hui, c'était Gisèle Bündchen. Un homme comme toi qui doit aimer les belles femmes doit connaître Gisèle Bündchen. Hein? Bon, surtout que... C'est l'ancienne épouse de Tom Brady. Je te parle. Tu as vu, je fais une référence sport. Attention. Pour que moi, je fasse ça, c'est que, c'est le champagne qui commence à rentrer dans cette blague. Et donc, j'ai choisi Gisèle et j'y avais pas pensé en amont. Et ils m'ont demandé le soir même, quel est ton nom de drague? J'y avais pas du tout pensé. J'ai dit, Gisèle. Et j'ai pas pensé à le changer derrière, en fait, parce que ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que l'autre côté bénéfique et beaucoup plus en France et au Québec aussi, ceci dit. Quand on dit Gisèle, si les gens ne me connaissent pas, ils s'attendent à ta grand-mère de 65 ans, si tu veux. Bien sûr. Et ils me voient arriver, ils font « Ah ouais, c'est pas tout à fait la Gisèle qu'on connaît. » Mais à la base, ça devait être Gisèle, et non pas ou Gisèle, ou Gisèle avec l'accent anglais. Mais comme ma grand-mère ne parlait pas un mot d'anglais, c'est devenu Gisèle. Donc, voilà. Et Chatzi, il y a une signification? Alors, Chatzi, c'est venu un peu plus tard, puisque, comme tu le disais en début d'émission, j'ai eu la chance de performer à Mykonos, où, justement, j'ai rencontré la personne qui me fait énormément bosser à Paris depuis 13 ans. Et en fait, parmi les touristes, il y avait beaucoup, beaucoup d'Allemands. Et j'étais en spectacle. Sur scène, quand je faisais mes numéros, j'entendais « Chatzi, Chatzi », ce qui veut dire « honey » ou voilà. Et donc, j'ai dit « Bon, allez, hop », parce qu'à un moment donné, Facebook, dans sa guerre contre les drag queens, il faut avoir un nom, un prénom, gna, gna, gna. J'ai mis Chatzi comme ça, okay. Et c'est resté. Et c'est resté. Et c'est resté. Donc, tu as à peu près 20 ans de carrière, enfin plus de 24 ans de carrière. Tu n'étais pas né quand j'ai commencé. Oh si, quand même. Oh, c'est bon, t'avais 2 ans. Oui, pas très vieux. Tu as performé sur différentes scènes, tu en as parlé, de Paris à Mykonos en Grèce. À quel moment tu réalises que la drague était plus qu'une passion et que ça devient un métier secondaire? Alors, à la base, et justement, pour les détracteurs de ce que les dragues font, c'est un métier. C'est un métier où il faut se lever, il faut s'investir. Malheureusement, parfois, on n'est
pas payées ou très mal payées, encore aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de drag queens peuvent dire, ou des drag queens qui ont la chance de faire des télé-réalités, des choses comme ça, qui ont effectivement cette chance d'avoir peut-être des salaires plus importants. C'est un vrai métier, c'est un investissement. Et justement, moi, c'est parce que j'ai vite compris que je n'en vivrais pas que c'est devenu une vraie passion. Et qui me permet aujourd'hui, au contraire, d'en profiter et de profiter de tous les moments où je suis sur scène, où je sors. Parce qu'en fait, et je pense qu'on en viendra tout à l'heure à ça, je n'endosse pas un personnage. Je suis exactement la même personne, in et out of drag, ce qui est plutôt rare. Parce que c'est vrai qu'en général, on a tendance à dire que, moins dans la nouvelle génération, parce que la plupart sont plus extravertis ou autres, mais on a souvent tendance à voir des drag queens qui sont beaucoup plus réservés quand ils sont en garçon, qui sont plus effacés et qui endossent ce personnage et deviennent très flamboyants et tout. Et moi, je suis exactement, mes amis, mes meilleurs amis qui me connaissent depuis 30 ans vous diront, c'est la même personne et ne font même plus la différence. Que je mette une perruque, que je mette pas de perruque, ne font plus la différence. Donc, c'est une vraie passion et je sors prendre un verre, je sors en femme comme je sortirais sans être en femme. Et c'est une vraie passion et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça fait 24 ans que je fais ça et que j'ai encore plaisir à faire ça. Et qu'est-ce qui t'amène à venir à Paris, en France? Tu es au Québec, tu commences... Non. Tu commences pas la drague à Québec? Ah si, d'accord, Oui, je t'ai coupé dans ton élan. Tu commences la drague à Québec, Oui. et qu'est-ce qui te fait venir en France? Pourquoi tu veux venir en France découvrir? Eh bien, en fait, déjà, j'y suis née. Ok. Je suis née à Paris, de parents parisiens, donc je suis une vraie Parisienne. Il faut pas se fier à l'accent. Donc, je suis une vraie Parisienne. Et mes parents ont immigré au Canada quand j'avais 3 ans, mais on faisait quasiment tous nos Noëls à Paris et tous nos étés dans le sud de la France. Donc, j'ai toujours eu un pied entre la France et le Québec. Et eh bien, en fait, c'est ma mère qui, en 2004, m'a dit, ben, écoute, va passer 2 semaines chez tes grands-parents et puis tu reviens. Et au bout d'une semaine, ma mère m'a dit, tu ne reviens pas. Ce qui a été certainement le moment le plus déchirant de sa vie, parce que j'étais son bébé, mais parce qu'elle avait compris que, d'une certaine façon, je n'étais pas heureux au Québec. Ouais. Et que je ne m'épanouirais pas comme je le devais au Québec. Et surtout, elle savait très bien, et c'est pas contre les Québécois du tout, hein, mais c'est de par l'éducation et la culture très européenne que j'ai reçue, elle savait très bien que l'homme de ma vie, que j'ai rencontré il y a 18 ans, était en France. Okay. Et ce à quoi, jusqu'à présent, elle a eu raison sur toute la ligne. Donc voilà. Mais je ne regrette absolument pas ce côté canadien, ce côté québécois. Et attention, faut faire attention. On est québécois ou on est canadien, c'est pas la même chose. Donc, je suis québécois en plus de la capitale de Québec. C'est 2 mondes totalement différents. Et c'est vrai que là, j'y suis retournée. J'ai eu la chance d'y retourner parce que j'ai été bookée par le drag au mois d'août pour le Pride et là, en janvier, pour le Carnaval. Ça faisait 7 ans que j'étais pas retournée. J'étais réticente d'y retourner. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était un peu une façon de me ressourcer. Et je dirais même que ça m'a vraiment redonné un boost et de confiance et d'envie de repartir pour les 24 prochaines années. Super. T'as vu ça? Bah ouais, on va suivre. Ah ben, c'est maintenant, pas le choix. Maintenant que je t'ai rencontré. Maintenant qu'on travaille ensemble, ça y est. Exactement. Maintenant qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu es très active à Paris, tu nous disais que tu as créé ou tu animes la Beach Party et les Folles de Paris aussi. Ouais. Est-ce que c'est différent les scènes drag parisiennes et les scènes drag de Mykonos ou de Québec? C'est le jour et la nuit. Pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais de la personne qui m'a découverte il y a de ça 13 ans, qui est donc le fondateur de la Beach Party et de beaucoup d'autres soirées. Coucou Christopher. Quand il m'a fait bosser pour la première fois à Paris en 2013, déjà, je pense que la scène drague parisienne, beaucoup de dragues diront qu'elle est mourante, d'autres diront que non, elle est encore en plein essor et tout. Elle est... je trouve qu'en ce moment, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fluctue. Il y a une offre, une demande, bon voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de plaisir à faire du drag. Il y a beaucoup plus d'opportunités de faire du drag en province qu'à Paris. Et il y a parmi les plus grosses soirées drag, notamment à Lyon, il y a une soirée qui est canon, bon voilà. Nous, je sais que ce que je faisais à Mykonos, quand on a commencé à faire ça et à ramener ça à Paris en 2013, ça a fonctionné, mais jusqu'à un certain point. Parce que le côté, comme je te le disais, moi, je suis plutôt aussi, j'ai le côté performant, mais j'ai le côté énormément stand-up. Je dois prendre le micro et partir en vrille pendant, bon, voilà. Et ça, en France, ça ne se faisait pas encore.
Et c'est vrai qu'on a essuyé, effectivement. Au début, ça a bien fonctionné, puis après, bon, on s'est fait, bon, finalement, la scène n'était pas prête pour ça. En plus, je pense qu'on est tous pareils, c'est-à-dire que quand on va à l'étranger, quand on va en vacances ou autre, on a une façon de percevoir les choses qui est différente. Surtout les Parisiens, on est quand même très chauvin. Quand on rentre à Paris, on est un peu, ouais, bof, et tout, alors qu'on vient de voir la même chose à 6000 km. Bon. Mais parce que c'est à Paris, on est blasé et tout. C'est très... Je peux me permettre de le dire parce que je suis une vraie Parisienne. Hein? Attention. Mais la scène est totalement différente. Le public est le même. Le public et surtout aujourd'hui, le jeune public est vraiment hyper à fond dans le drag. Ils sont super encourageants et tout. Mais c'est vrai que la scène drag nord-américaine, surtout je trouve en France aujourd'hui, est peut-être plus diversifiée. On voit beaucoup plus de types de drag différents, beaucoup plus de drag chanteurs qui chantent live, il y a une plus grosse diversité, mais aussi parce que j'aurais tendance à dire, je ne vais pas dire que c'est tout nouveau en France, puisqu'il y avait déjà les Sister Queen dans les années 90, et puis bien avant ça, il y avait d'autres choses. Je pense qu'il y a une plus grande diversité, et surtout, je vais me faire taper pour ça, non, peut-être une plus grande ouverture entre les drags en Amérique du Nord. Il y a une plus grosse cohésion. Ouais. Et c'est vrai que je parle d'une ville comme Québec, qui est donc quand même 800 000 habitants, donc bon, ça commence à être conséquent, où les dragues, il n'y a pas de clique, il y a vraiment c'est un groupe. Voilà, c'est un groupe, et les dragues aiment travailler ensemble. Pour la plupart, hein, il y a toujours des moutons noirs ou autres, mais je pense que c'est un petit peu ce côté-là qui est différent avec l'Amérique du Nord, outre, après ça, effectivement, le côté très showgirl américaine, très stand-up, qu'on a moins en France. On lit sur toi sur Internet, alors plein de choses. Ça dépend à qui vous parlez. C'est ça. Mais on décrit ton style comme glamour, haute couture, avec un esthétique vintage des années 50. Comment tu as construit ce personnage? De quoi tu t'es inspiré? Pourquoi? Est-ce que c'est venu comme ça aussi? Oh non. Il suffit de demander à certains de mes amis qui ont vu des photos et des vidéos d'il y a 20 ans. C'était pas du tout ça. Non, mais ça revient également à ce que je te disais en début d'émission, c'est que c'est la beauté de la chose, c'est que je pense que si on n'évolue pas, mais dans tout, si on n'évolue pas, si on ne cherche pas à aller plus loin, c'est là qu'on s'assoit sur ses lauriers, qu'on a tendance à soit disparaître ou à devenir un peu plus ringard. Moi, je continue régulièrement à regarder des tutoriels sur YouTube de maquilleurs professionnels, de ceci, cela. Au départ, quand j'ai commencé à faire du spectacle, c'était très inspiré par ma mère, donc qui avait un côté très glamour, très chic, très parisienne. Et c'est surtout que quand j'ai commencé à faire du spectacle, je n'avais pas accès, je n'avais pas les mêmes moyens que je peux avoir aujourd'hui à acheter de belles choses et tout. Mais il y a toujours une chose est certaine, il y a toujours un côté... J'ai toujours cherché à rester chic. Et puis maintenant, depuis que je suis à Paris, depuis donc maintenant plus de 20 ans, c'est vrai que le côté très bourgeoise et tout, on me le reproche, hein, mais Gisèle avec ses chaussures, bon, mais bon, je prête pas attention, mais c'est un personnage que je continue à bâtir, c'est des choses, j'essaye régulièrement le soir, quand je vais sortir, j'essaie des trucs, et c'est ça qui est génial, une fois de plus, c'est la possibilité de faire ce que l'on veut, comme on veut, et quand on veut, sans avoir qui que ce soit qui nous dise quoi que ce soit, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, j'ai ce look. J'aurais pu venir avec un truc beaucoup plus court, peut-être beaucoup plus exubérant, même si c'est pas un mot je suis exubérant dans mon animation et dans ma façon de parler, mais au point de vue fashion, je vais pas aller trop loin. Je reste quand même très sobre et classique. Voilà. Tu m'as dit au téléphone, quand on s'est eu, que pendant le confinement, tu avais créé le drag show virtuel. Donc, comment ça se passait? Vous faisiez des shows de drag filmés que vous mettiez en ligne? Alors, en fait, c'est parti, je ne sais plus si c'est parti des États-Unis ou si c'est parti... Je sais en tout cas que je l'ai vu par des collègues québécois. Honnêtement, je ne sais plus qui a. On va pas donner le mérite à une personne en particulier. Mais c'est vrai que nous, en France, avec les gens avec qui je travaillais, chaque personne, on contactait des drags. Bon, est-ce que tu as envie de filmer une vidéo chez toi d'un numéro? Et donc, on faisait un live. Et j'animais le live et on avait différents numéros. J'ai regardé. Et c'était canon. Et c'était aussi un autre moyen d'aller... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu de show drag, qui, grâce à ça, ont découvert ce que c'était que les drags ou des numéros. Et ça a touché beaucoup plus de gens, je pense, que l'on peut croire, que notre petite communauté de fans. Ça a touché beaucoup de gens. C'est sûr. Et ça divertit beaucoup de gens. Parce que moi, comme je t'ai dit, je ne connais pas cet univers, donc j'ai pu me renseigner, j'ai pu regarder. D'ailleurs, ces vidéos sont sur YouTube, je les ai retrouvées. Elles y sont toujours, tout à fait. Donc j'ai regardé et il y a des moments où je me dis, wow, certaines ont un
talent incroyable. Bon, toutes font des choses incroyables, mais certaines, et je me suis dit, pourquoi pas aller voir un vrai show Tout à fait. Alors, je sais pas exactement où ça se passe, parce que je vais me renseigner maintenant, mais sur Nantes, il y en a quelques-unes. Il y a de très, très bonnes dragues à Nantes. Vous avez un peu des établissements également qui font du spectacle. Je pense même que vous avez également un brunch drague à Nantes. Mais ça revient à ce que je dis, toutes les villes aujourd'hui en France ont des queens qui sont exceptionnelles. Je vais pas faire du name dropping, mais c'est vrai que, bon, ça, c'est ma sœur de spectacle. À Lyon, je sais que notamment, Victoria Idol, c'est une des icônes de Lyon. Il y en a partout. Il y en a dans le sud, il y en a dans le nord. À Paris, on a beaucoup de drague également. Mais par contre, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, une fois de plus, l'offre et la demande fluctuent. Et à Paris, malheureusement, on a moins et de moins en moins d'endroits où aller voir des dragues. Bon, on a encore un, voire deux brunchs, mais bon, les établissements où le principe de show drague, il y en a de moins en moins. Et c'est toujours la nuit, les shows drague. Alors, sauf le drag brunch. Oui. Il y a même maintenant un deuxième drag brunch qui va commencer avec Mini Majesté et Arsenica. Donc, ça, c'est bien. Ça prouve qu'il y a une demande. Et donc, forcément, et moi, je vais aller plus loin dans mon approche. Ça doit faire au moins 10 ans que je dis que la communauté, le futur du drag, c'est la communauté hétérosexuelle, les hétérosexuels, les gens comme toi, qui ont décidé les autres. On est désolé pour vous, vous avez fait le mauvais choix, mais c'est comme ça. Mais en fait, non, parce que c'est vrai que la communauté gay, les dragues ont toujours été présentes dans la communauté gay au plus loin qu'on puisse le savoir. Et puis, surtout, les dragues ont toujours été présentes lors de combats, que ce soit pour le VIH ou autre. Les dragues ont toujours été précurseurs de mouvements, notamment, principalement dans notre communauté, de toujours. Donc, les gays, je pense aujourd'hui, c'est peu importe où on va dans le monde, dans une destination gay, il y aura quoi? Des drag queens et des go-go boys. Je dis pas que les gens sont las de voir des drag queens, mais c'est vrai qu'il y a parfois moins peut-être ce côté « Waouh! » C'est là où les hétéros, pour eux, entre guillemets, c'est tout nouveau. Ouais, c'est tout nouveau, c'est « Ah ouais, c'est un homme. Ah ouais, c'est une femme, mais qui s'habille en homme. » C'est tout nouveau. Et il y a ce... D'ailleurs, moi, c'est la question que je me pose des fois. C'est une femme, c'est un homme. On est bien d'accord. Je sais pas quand du c'est tout. bien fait. Mais merci, c'est très gentil. Mais si tu veux, moi, je continue à dire que c'est l'avenir. On a besoin de notre communauté. Notre communauté, c'est celle qui est là au quotidien, qui est toujours là, qui sera toujours là dans tous les bars ou autres. Mais les hétéros, il y a ce facteur « wow » qu'aujourd'hui, on aime bien recevoir quand on performe. Et vous, ça vous fait plaisir de les avoir? Ça nous fait plaisir, bien évidemment. Et bon, après, quand moi, c'est des femmes qui viennent me voir, je m'en fous un peu, mais quand c'est des hommes hétérosexuels qui viennent me voir, je fais... OK, c'est noté. En général, ils viennent me voir, mais bon, après, ça se termine pas là. Non, je plaisante. Mon mari va regarder la vidéo. C'est pas vraiment... Je veux pas être déshéritée, s'il te plaît, merci. Mais voilà, et c'est vrai que... mais c'est difficile, en fait. À Paris, si tu veux voir un spectacle drague, si tu es hétéro et que tu n'es pas forcément dans le milieu de la nuit ou autre, eh bien, en fait, en dehors du brunch, il y a de moins en moins d'endroits où aller voir des dragues. Là où avant, il y avait des dîners-spectacles, des choses comme ça, il y en a moins. Un endroit comme chez Michou, qui a fermé. Et encore, Michou, c'est encore autre chose, parce que moi, j'ai je vais même pas dire une fierté, une admiration pour les artistes de chez Michou qui, elles, vont encore plus loin que le drag puisqu'elles font du sosie. Et c'est un art que moi, je ne sais pas maîtriser. Il y a Aaron qui était une des figures emblématiques parmi les dernières entrées chez Michou, qui fait notamment Bette Midler, Barbara Streisand, Adele, qui a été sur TF1 et tout ça. C'est encore un autre art qu'aujourd'hui, malheureusement, on perd puisque cet endroit est fermé. Donc, c'est malheureux. On n'a jamais vu autant de drague à la télévision, au cinéma ou autre, mais il y a de moins en moins d'endroits où aller voir le drague. Et comment t'expliques ça, que les lieux ferment? C'est que ça manque de public, ça manque de... Non, c'est pas le public le problème. Je pense que le problème vient principalement des promoteurs, des propriétaires de bars, des propriétaires de restaurants qui soit ne savent pas s'adresser aux bonnes personnes, aux bons artistes qui sont en mesure de leur arriver avec quelque chose de clé en main, soit il y a une crainte de se dire, est-ce qu'on va faire un four? Et puis, il ne faut pas se cacher que le contexte économique fait aussi aujourd'hui que, aller avancer de l'argent, miser sur des drag queens pour une soirée, à moins éventuellement d'avoir une tête d'affiche et encore, est-ce qu'on va faire de l'argent? Est-ce que ça va rapporter? Je ne pense pas qu'il y ait un manque d'engouement, bien au contraire. C'est le risque de se dire, est-ce que les gens vont venir? Et est-ce qu'on va remplir notre soirée? Mais aujourd'hui, paradoxalement, il y a plus, une fois de plus, je rejoins ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas plus d'opportunités, mais si,
il y a plus d'opportunités quasiment en province qu'il n'y en a à Paris aujourd'hui. Et tu as des cabarets qui s'ouvrent de plus en plus. Les plus gros cabarets de drague maintenant sont en province. Il y a encore une artiste qui s'appelle Crystal Chic qui a ouvert en Normandie son propre cabaret. Okay. Et il y en a en Normandie, il y en a dans le sud de la France. On en a moins à Paris. Ouais. On en a même plus à Paris. Alors qu'on était la capitale. Oui, c'est sûr. Et bon, ça reviendra peut-être. Mais clairement, c'est sûr. Et puis peut-être que tu seras à l'origine d'ouverture de lieux. Qui sait, je serai une vraie marâtre à l'entrée. Moi, je serais odieuse avec les autres. Hein. Mais maintenant, on se connaît, donc je pourrais avoir des places. Oui, tu auras tes places. Mais tu seras même en VIP, tu seras au premier rang, tu pourras tout voir, tu verras tous les défauts, c'est merveilleux. Ton mari fait de la drague ou pas du tout? Ah non, et il déteste ça. Ok. Horreur de ça. Il est venu te voir, mais... Il vient me voir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il m'a laissé... Ce que je vais dire, il y a des gens qui vont dire « Quoi? Elle laisse un homme choisir pour elle? » Eh bien, ouais, en fait, je pense que la raison aussi pour laquelle mon couple fonctionne, ça s'appelle les concessions. Et malheureusement, je pense que c'est un mot qu'on oublie dans les couples. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de divorces. J'ai appris à faire des concessions. Il a appris à faire des concessions. J'ai fait des concessions. Mais c'est vrai qu'il m'aurait dit il faut que tu choisisses entre moi et le drague. Ça aurait été compliqué, beaucoup trop compliqué. Ou quel choix t'aurais fait? Alors, j'aurais choisi mon mari pour l'argent. Mais non, mais j'ai de la chance, j'ai épousé vieux, riche et cardiaque. Le seul problème, c'est qu'il ne meurt pas. C'est son seul défaut, c'est qu'il ne meurt pas, en fait. Et j'ai appris trop tard que dans sa famille, il mourrait très jeune ou très vieux. Donc, grosso modo, mais je sais que le prochain, en fait, j'ai trouvé le prochain, s'il mange encore de la nourriture solide, ça veut dire qu'il est trop jeune. Ça, c'est clair et précis. Il faudra qu'il s'alimente avec une paille et je saurais que c'est le bon. Mais non, si j'avais dû choisir, forcément, j'aurais choisi mon mari parce que, voilà. Mais je sais aussi que mon mari ne m'aurait pas demandé de choisir. Voilà, et puis d'où les concessions, même s'il n'aime pas ça, il sait pourquoi c'est important. Il sait, et en fait, lui, c'est la politique, c'est encore autre chose, c'est la protection animale, donc ça, on en parlera également de mon engagement là-dessus. Mais c'est, en fait, ce qui a fait la chose, ce qui lui a laissé, pas le choix, mais qui lui a laissé dire « OK, je te laisse faire le drag », c'est qu'il a vu comment je le faisais. Il a vu que c'était pas cheap, il a vu que je faisais pas ça de façon ringarde. C'était professionnel. C'était pro, et qu'il y avait une vraie passion, que j'en avais besoin effectivement pour faire ce qui me plaisait. C'était mon hobby, et ça reste mon hobby, effectivement. J'aimerais qu'on parle un peu de... Donc, tu es la fondatrice de la maison Shadzy. Donc, c'est une maison, une dynastie de drague influente à Québec. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette famille artistique de drague? Pourquoi tu crées la maison Shadzy? Rien du tout. Juste... Je n'ai rien à dire sur cette famille. Non, je plaisante. Évidemment que j'ai plein de choses à dire sur cette famille. En fait, une fois de plus, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait, ce côté très house. Aujourd'hui, le terme qu'on entend beaucoup plus, c'est house of. Bon, voilà. Nous, c'est même pas une famille, c'est des Shadzy. J'ai eu la chance, effectivement, une fois de plus, d'être pris sous l'aile de Réglisse et de Virgin, qui étaient un peu des figures emblématiques et qui le sont encore aujourd'hui. Et moi, je ne vais pas dire que j'ai eu la chance, mais c'est vrai que c'est des dragues qui sont venus vers moi, qui m'ont dit « Est-ce que tu voudrais être ma mère de drague? » C'est pas moi qui ai choisi, on est venu me chercher. Et donc, comme Virgin ou Réglisse, maintenant, tu deviens un peu les mentors de certaines... tu les appelles d'ailleurs tes filles, comme filles. Stevie ou Zaira. Exactement. Tu leur transmets des codes, des astuces, des... Comme moi, j'ai reçu, elles ont reçu mes connaissances et on en parle régulièrement encore aujourd'hui. En tout cas, mes filles, je suis moins proche de mes petites filles parce qu'elles sont plus proches de leur mère et tout, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand je suis repartie à Québec et tout, j'ai demandé à ma fille, à une de mes filles, j'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Et j'ai besoin de son approbayation. Comme j'ai besoin de l'approbation de ma mère de spectacle, Virgin. Et à chaque fois, elle vient me voir, elle dit, mais pourquoi tu me poses la question? Elle dit, mais t'as vu ce que t'as fait et tout? Et d'ailleurs, elle me trouve vraiment exaspérante par rapport à ça. Mais bon, je suis quelqu'un, contrairement à ce que l'image peut projeter, qui est très peu confiance en elle. Et je suis toujours en train de me remettre en question, ce qui est assez étonnant, mais je pense que c'est aussi un côté bénéfique. Mais non, c'est une fois de plus cette transmission des connaissances, et c'est ce côté, en plus, pas de jugement, en fait, parce qu'on sait qu'on fait tous la même chose et qu'on aime ce que l'on fait. Et je suis ravie, par exemple, que ma fille, elle, aujourd'hui, soit trans. Le drag l'a amenée vers ça, à s'extérioriser et à se dire, ah, ben oui, finalement, en fait, je me sens femme, mais même au-delà du personnage. Et je suis excessivement fière d'elle et je suis fière de
tous les membres de la famille Chatti, que ce soit notamment Lady Boom Boom, qui est ma petite fille, qui est en train de me faire d'ailleurs des costumes en ce moment à Montréal, et qui a fait Drag Race Canada également. On a une famille excessivement talentueuse et surtout très prospère parce qu'effectivement, on est maintenant à Montréal, à Paris, on est partout. On leur passe tout le bonjour en tout cas. Bonjour à toute la famille. C'est ça, exactement. T'as une drague préférée? Tu peux choisir. Dans ma famille? Oui. Est-ce que je peux... Non, elles ont préféré non, mais elles ont toutes quelque chose de moi ou des choses en commun. Comme je disais, Lady Boom Boom, elle est comme moi, c'est la passion des chaussures. Elle est aussi folle que moi sur les chaussures. Je lui ai d'ailleurs fait découvrir les Louboutins et dans les 2 mois qui ont suivi, elle a dû acheter une 20aine de paires, donc j'étais aussi excentrique et aussi hystérique que moi. Donc, on a toutes... Avec chacune, j'ai quelque chose de différent. Ma fille Stevie, je lui parle, on se parle moins parce qu'on a moins cette facilité, mais elle va me faire des mix audio pour mes performances qui sont canonissimes. C'est vraiment différent. Donc, une préférée, non. OK. Je ne peux pas me permettre. Je me doutais que tu ne pouvais pas choisir. Je peux pas, par contre, elles attendent toutes aussi que je prenne ma retraite pour récupérer ma garde-robe. Oui. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Toutes des garces, bien évidemment. On allait y venir pour l'art de la drague. Il y a beaucoup de maquillage, donc des budgets conséquents, beaucoup de costumes, de paires de chaussures, de perruques. Combien tu dépenses en maquillage par mois, tu sais? Alors, par mois en maquillage, tu sais déjà en partant, tu demanderas à la plupart des dragues, elles te diront que j'ai pas un maquillage drague. J'ai pas un maquillage drague au sens où on l'entend aujourd'hui. Parce que ça revient à ce que je t'ai dit en début d'émission aussi, c'est que pendant un moment, le drag était très catégorisé. Pour être drag, il fallait mettre des paddings. Pour être drag, il fallait mettre des faux ongles. Pour être drag, il fallait se bloquer les sourcils. Pour être drag, il fallait faire ceci, ça. Moi, j'ai jamais adhéré à ça. Moi, je suis qui je suis. Je fais mon make-up de façon plus légère, plus bon, voilà. Et beaucoup de dragues te diront, ah non, mais Gisèle, c'est pas une drague. Ou Gisèle, elle n'a pas un maquillage drague. Et ce à quoi, moi, je considère que c'est assez vrai. Combien je dépense? C'est que moi, une fois de plus, je suis quelqu'un qui aime les belles marques, qui dépense... ça va dépendre. Il suffit qu'une comment ça s'appelle, une Selena Gomez ou une Lady Gaga sorte une nouvelle collection, puis je vais me précipiter pour l'acheter alors que j'en ai pas besoin. C'est souvent comme ça, en fait. C'est la même chose pour les chaussures ou autres. Je sais pas, moi, je dépense énormément. Alors, en maquillage, moins, parce que, bon, j'utilise souvent les mêmes produits et tout. C'est surtout en produits de beauté que je vais vraiment dépenser, que ce soit crème, sérum, tous ces trucs-là. Et là, je compte même pas parce que ça passe sur la carte de mon mari. Donc, Et dans la vie de tous les jours, hors drague, tu te maquilles aussi ou non jamais. Tu restes naturel? Naturel. OK. Parce que j'ai une peau naturellement belle. OK. On parle de perruques aussi, de chaussures. Tu m'as dit au téléphone, tu as combien? 400 paires de chaussures? 350. 350 paires de chaussures? Là, j'arrive à 350. C'est sur toute la carrière, je présume. Non. Tu les as gardées ou... Non, c'est ça qui est le plus dramatique, en fait, c'est que mais ça revient, il faut que j'arrête avec cette expression, ça revient, mais c'est vrai. En début d'émission, je t'ai dit que il y a une évolution, hein. Le drag, c'est une vie, hein. Une drag, il y a un début, il y a une... Bon, voilà. Puis les modes, enfin, pas les modes, mais ça change. Exactement. Les envies aussi, tes envies. Les envies changent, les styles changent, et en fait, le budget change aussi. Et je te dirais que j'ai retrouvé d'ailleurs la facture, la première paire de Louboutin que j'ai achetée, c'était en 2013, donc ça fait 12 ans. Et ouais, je te dirais donc que la collection de 350 paires, elle remonte à une dizaine d'années. Tu nous as apporté une paire, là? Ouais. Pourquoi tu nous as apporté cette paire? Tu m'as demandé d'amener un objet pas fétiche. Déjà, je t'en ai amené une paire qui est neuve. Comme ça, au moins, la semelle n'est pas dégueulasse. Et je t'ai amené ça parce qu'en fait, le milieu drague, de toute façon, vraiment, je ne les ai pas portés. Le milieu drague peut être un milieu un peu... shady, donc shady qui veut dire un peu mauvaise, un peu odieuse et tout. Ouais, mais vous aimez ça? On aime ça, clairement. On aime bien ce shady entre nous. Et c'est vrai que beaucoup de drag queens qui ne me connaissent pas forcément ou qui m'ont vu vont dire « Ah, Gisèle, Miss Louboutin, Gisèle avec ses Louboutins ». Alors que, grosso modo, je n'en parle à personne. Je veux dire, c'est pas comme si je passais mon temps sur scène à enlever mes chaussures et à commencer à dire « Oui, alors, vous avez vu la part de Louboutin ?» Bon, voilà. C'est vrai que j'ai fait des vidéos, des reviews sur des chaussures, des choses comme ça. Mais moi, ma passion et le truc que j'aime le plus de Gisèle et du personnage au niveau de la préparation, c'est les chaussures. Moi, tout commence par les chaussures. Il y a des drag queens qui vont aller chez Sentence, qui est un perruquier
qui, à mon avis, est le meilleur perruquier au monde aujourd'hui, vont aller claquer 1000, 2000 euros sur des chaussures, sur des perruques. Et bien, moi, je vais claquer 1000, 2000 euros sur une paire de chaussures sans regarder, en fait. Mais j'ai aucun problème. Tu as des chaussures avec des picots, tu as des chaussures. On est bien d'accord. C'est vraiment une passion. J'achète des chaussures comme les gens vont acheter du pain et sans compter parce que j'ai cette chance de le faire. Mais comme je le dis, et d'ailleurs, je vais faire très prochainement, vous irez voir sur mes réseaux sociaux, je vais faire une vidéo, effectivement, sur un peu le pendant des émissions de Vogue où ils font My Life in Looks. Je veux retracer ma carrière à travers mes chaussures parce que j'ai la première paire de chaussures drag que j'ai portée et en fait un peu expliquer d'où vient cette passion et tout. Et il y a donc, avant que je bâtisse cette collection de chaussures de luxe, parce que je ne porte que des chaussures de luxe, je ne porte plus de chaussures autres pour différentes raisons. Je portais des chaussures d'un chausseur canadien qui s'appelle Aldo. J'en avais effectivement 150 paires aussi, mais je ne portais que des chaussures Aldo et j'étais ravie d'avoir ces chaussures-là. Donc, la chaussure a toujours été pour moi un élément de départ d'un look, mais j'étais très heureuse d'avoir des chaussures que je payais 80 $, si tu veux. Donc, la passion a toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter des chaussures qui me font plaisir et avec encourager également tout ce milieu du luxe et du savoir-faire, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste une question de se la jouer ou de se la péter. Il y a un savoir-faire derrière des marques de luxe et il y a un choix de matériaux, bien qu'une fois de plus, je sois dans la défense des animaux. C'est la seule chose que je reproche à Louboutin. À quand des chaussures vegan, mais le même style, mais vegan. Mais le problème, c'est est-ce que les gens iront payer ce prix pour des chaussures vegan? Donc voilà, je pense que chaque drague a sa particularité. Il y a des dragues qui vont dépenser sur des costumes, qui vont sortir des costumes exceptionnels. Il y a qu'à voir notamment notre reine à tous, Nikki Doll, qui a des costumes exceptionnels. Moi, c'est les chaussures. Ça ne dit pas que j'ai pas de beaux costumes, mais tout partira de là-dessus et c'est ma passion. Voilà. C'est peut-être ton mari qui aime moins tes chaussures. Faut déranger. C'est le comptable qui aime moins ça, en fait. C'est le comptable. C'est le comptable qui aime moins ça, mais il faut que je fasse attention à ce que je vais dire à la caméra. J'ai pas envie d'avoir un contrôle fiscal qui me tombe dessus. Si ça arrive, c'est pas de ma faute. Hein. C'est ça. Je te vois un petit peu comme... Tu as un petit côté délateur. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Tu m'appelles pas, j'aurais pas les moyens de régler. Après ton émission, tu sais ce qui m'est arrivé? Non. De toute façon, 350 paires de chaussures, tu peux même pas les mettre dans un an toutes. Non, c'est vrai. C'est pas possible. Il y en a que bon, là, elles n'ont pas été portées. Elles n'ont pas été portées, je les ai achetées il y a 3 mois. Tu vois. Donc, comme quoi, hein, c'est... Donc, tu passes dans un magasin Louboutin, tu es sûr que tu vas ressortir avec... J'évite de passer dans un magasin Louboutin. C'est quasiment sûr, ouais. Mais après ça, c'est vrai que je suis aussi... j'ai pas ce côté j'adore, et ça fait partie de ce côté mode aussi que j'ai, c'est-à-dire que j'adore. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la seconde main. J'achète beaucoup de choses en seconde main. Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles... J'aime beaucoup le vintage. Je fais beaucoup de recherches sur des chaussures ou des collections qui ont 10, 15, 20 ans. Là, en ce moment, pour parler un peu de ce que je recherche sur les réseaux sociaux, je recherche la première collection Tom Ford pour Gucci, qui est une collection iconique. Donc, je vais aller sur quoi? Des sites de revente. Donc, je suis aussi... je prends conscience aussi du fait que c'est un investissement, c'est de l'argent, et que si j'ai la chance, effectivement, de chiner, il y a ce côté aussi plaisir de chiner, de rechercher des trucs qu'on ne verra pas partout, effectivement. Et ça fait aussi partie de mon personnage de ne pas avoir les mêmes chaussures ou les mêmes trucs que tout le monde. Et je suis exactement pareil dans la vraie vie également. Donc une fois de plus, ça rejoint ce que je te disais. L'un ne va pas sans l'autre. Le garçon ne va pas sans le drag et vice-versa. Tu as une chaîne YouTube, tu en as parlé récemment. On mettra le lien de ta chaîne YouTube sous notre vidéo. Que je vais réalimenter, je le promets. Prochaine vidéo, donc. C'est ça. L'histoire de mes chaussures. Dès que je te dirai que notre vidéo sort, je vais essayer de le faire un mois cet été avant d'alimenter un peu pour aller rechercher d'autres gens qui puissent éclater les vues de notre prochaine vidéo. De notre vidéo. Je mettrai le lien de ta chaîne. Tu parles de tes chaussures, tu parles de l'histoire, de tout ça. Donc, c'est assez intéressant. J'ai pu regarder quelques-unes. Merci, ça m'a fait des vues, c'est gentil. T'as une série aussi, j'ai cru voir ça, Les Secrets de Gisèle. Oui. Ça, c'est sur ta chaîne YouTube. J'avais fait ça, effectivement. C'est quel type de secret que tu partages? Faudrait que tu le regardes pour pouvoir le savoir. Non. Non, mais pour qu'on donne envie aux gens d'aller voir. C'était une série qu'on avait mis au départ parce que je travaillais avec une drague qui était très impliquée sur tout ce qui était multimédia et tout ça et qui aujourd'hui a pris sa retraite. Et en fait, c'était simplement c'était dans mon optique de Gisèle, tu as un sujet, hop, qu'est-ce que tu nous... Je ne vais pas dire, le but, c'était pas de faire rire, mais c'était de me lancer sur un sujet, de voir où j'allais. Et il y avait des anecdotes, il y avait plein de choses comme ça et qui, je pense, pour le coup,
démontre un petit peu, effectivement, qui est le personnage. Outre l'artiste qui performe sur scène, je dis le personnage, mais une fois de plus, qui est Gisèle avec ce côté. Parce qu'on a souvent tendance à croire que je suis un peu... je sais que beaucoup de gens m'ont dit, tu fais très hautaine, tu fais très... et en fait, c'était aussi un moyen de casser ce personnage. Et aujourd'hui, je le dis, les gens me disent, quand je leur dis que j'avais peur de prendre le micro, tu sais quoi? Et je te disais que ma mère et ma grand-mère de spectacle étaient un peu des figures emblématiques de la scène drague québécoise. Eh bien, en fait, quand j'ai commencé, et ce sont encore de vraies animatrices. Les gens venaient au show, pas forcément pour le spectacle, mais pour le stand-up. Et donc, moi, j'ai commencé dans l'ombre de ces personnes qui avaient cette personnalité hyper flamboyante ou pouvaient partir sur des sujets, mais pendant... Bon, voilà. Donc, forcément, moi, j'ai pas cherché à apprendre... Et je pense que d'une façon ou d'une autre, comme une éponge, j'ai absorbé. Et quand je suis repartie, puisque j'ai fait des allers-retours, et quand je suis repartie pour des études au Québec en 2009, le drag m'a dit, on te reprend, bien évidemment, mais comme animatrice. Et qui me disait animatrice, voulait en dire animation, c'est cela. Et j'ai dit, mais je prends pas le micro. Ah ben si, t'as pas le choix. Et donc, ils m'ont mis devant le fait accompli. Et je pense que c'est une des meilleures choses qu'ils aient pu faire. Donc, j'ai appris. Et aujourd'hui, je ne peux plus ne pas prendre le micro parce que je trouve que ça casse justement cette distance que le personnage peut avoir. Quand on arrive sur scène, quand on est une drague, que ce soit avec le costume ou autre, on arrive sur la scène, les gens sont comme « Wow! » Et si on ne casse pas cette image, il y en a qui le font très bien, hein, mais moi, surtout avec ce côté très bourgeoise, très un peu hautaine, voire froide, si je ne le casse pas, les gens vont faire « Ah, OK, c'était canon ce qu'elle a fait, mais ça s'arrête là. » Et le fait de casser mon image, je dis « Ah oui! » En plus, elle ne se prend pas au sérieux. Donc, peut-être un côté un peu plus... ouais, ça rend un peu le personnage un peu plus humain, je pense. OK. Tu fais des shows de drague régulièrement ou c'est ponctuel dans l'année? J'ai pris pour la première fois en 10 ans mon premier break il y a de ça quelques semaines. Okay. J'ai arrêté pendant 2 mois, presque. Et ça faisait 10 ans que je ne m'étais pas arrêtée. Donc, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas en femme. Donc, tu faisais des shows toutes les semaines? Oui. Là, tu as des prochains shows, là, prochainement? Eh bien, là, en fait, je suis en show dimanche prochain. Là, en fait, dimanche prochain, je reprends... Est-ce qu'on peut donner les dates ou pas maintenant? Donc là, dimanche prochain, on sera le 15 juin. Ouais. Ben, dimanche après-demain. Oui, c'est ouais, voilà. Je reprends non-stop tous les week-ends jusqu'au 12 octobre. OK. Non-stop. Bah, et là, la vidéo sortira entre le 15 juin et le 12 octobre, voilà. Mais probablement dans l'été. Mais comme ça, donc tous les dimanches? Non, là, ça va être tous les vendredis. Samedi 21, c'est la fête de la musique à Paris. Oui. Donc, je suis au Palais de Tokyo qui est... À chaque fois que je suis au Palais de Tokyo, pour moi, c'est juste... Il n'y a pas mieux, de toute façon. Ou après ça sera le Stade de France. Mais voilà, j'ai le Palais de Tokyo. Après ça, c'est le Gay Pride parisien. Et ensuite, j'enchaîne les beaches. Parce que j'ai une résidence à la beach. L'hiver, je fais moins de beach. Alors que la beach, elle est là tous les mois, voire 2 fois par mois. Là, je prends ma résidence d'été, donc tous les vendredis, pendant tout l'été, au Club La Nuit, à la Madeleine à Paris, qui est un très beau club. Et ensuite, Mykonos en septembre et l'Infinity Festival au mois d'octobre en Espagne. Si tu me diras, mais si tu as un site où il y a des dates pour jusqu'à la fin de l'année, par exemple, on peut aussi sur mon Instagram, sur Facebook également. On mettra ton Instagram dans le lien de la... Facebook pour les gens qui ont plus de 40 ans. Voilà. Mais on a tout, hein. On a Facebook, Instagram. Et je te ferai une petite présentation, puis comme ça, tu pourras le poster directement dessus. Mais tout ça pour dire que là, j'ai vraiment plusieurs semaines devant moi qui vont être... Et puis, voilà, plus comme je le prends pas comme un boulot, c'est vraiment du plaisir. On entend tous parler, quand on pense drague, on entend tous parler d'une émission qui est la Drag Race. Tu peux nous en parler? C'est quoi? C'est le show le plus... Alors non, je ne peux pas vous en parler puisque je n'ai pas encore été castée. Bientôt? Non mais wink. C'est une volonté de participer à Drag Race? Ah bien sûr, ouais. Bien sûr. Et moi, c'est vrai que j'ai la double casquette de pouvoir participer et en France et au Canada. Okay. Parce que pour participer, il faut être résident. Ouais. Donc, que ce soit les États-Unis. Bon, Nikki, elle, c'est ce qui a fait aussi qu'elle a mis le drag à la française sur la map dans le monde. C'est qu'effectivement, elle était résidente aux États-Unis. Elle l'est encore, sauf erreur de ma part. Et bien, c'est une émission, effectivement, c'est une télé-réalité. C'est un concours où 10 drag queens, en tout cas pour la version française, s'affrontent dans différentes épreuves, coutures. Bon, je pense que c'est tous les ans? Alors, jusqu'à présent, oui, il y a eu 3 saisons
à peu près à intervalles égaux, pardon. Oui, intervalles intervalle égal. Égal, tu m'as repris et tu m'as dit égaux. Je sais quand même m'exprimer en français, merci. Égal, donc. Et là, là, c'est l'All-Star, donc des anciennes queens qui reviennent pour une compétition encore plus fierce que jamais. Et après ça, on verra ce qui se passe. Est-ce que ça continuera? Est-ce que ça reviendra? Ça, seuls les producteurs peuvent le savoir. C'est vrai que on voit aujourd'hui, on assiste à des franchises qui sont annulées, notamment l'Italie. Ils ont arrêté. Il y a différentes franchises qui n'ont pas continué. Donc, je souhaite, bien évidemment, qu'en France, ça continue et que j'ai éventuellement la chance de le faire. Ça donne de la visibilité pour... Ça donne beaucoup de visibilité. Ouais. Le Canada, également une visibilité, je dirais dire, encore plus grande, puisque en anglais, en France, les gens le regardent aujourd'hui, surtout qu'en plus, c'est diffusé en ligne, donc les gens y ont accès partout dans le monde. Mais c'est quand même une très belle franchise. C'est une très belle visibilité pour les dragues, clairement. Et ça met vraiment... je vais dire que ça remet vraiment le drag au goût du jour. Et surtout, si je peux dire une chose, on n'en a pas assez parlé, mais on peut être très fiers de nous, notamment sur la première saison. On peut être très fiers des trois saisons, mais la première saison de toutes les franchises Drag Race, c'était la franchise la plus inclusive au niveau du cast. Une femme à barbe, une trans, des dragues plus fortes, des dragues plus minces, des beauty queens. Il y avait tout. Et par rapport à toutes les franchises, surtout sur une première saison, on a été vraiment exemplaires. Et ça, c'est vraiment une fierté qu'on peut avoir en tant que drague française, de faire partie d'une franchise qui est excessivement woke, mais qui est woke pas à outrance et qui est woke, mais dans la bienveillance. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le phénomène d'être woke, et surtout les nouvelles dragues et la nouvelle communauté, la jeune communauté gay, sont très woke, parfois peut-être à outrance. Parfois, on part peut-être dans des discussions, parfois très, 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 très chaudes, sans forcément avoir un background qui nécessite ça. Mais c'est très important et je pense qu'effectivement, même moi, je l'ai réalisé. Il y a des choses qu'on disait sur scène il y a 20 ans qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Ouais. Il y a des comportements qu'on avait il y a 20 ans qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. Ça, c'est pas que dans la drague. Hein. Non, heureusement. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et surtout avec une communauté qui est aujourd'hui tellement diversifiée qu'il faut prendre en considération. Quelle est l'expression? Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre débute. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est plus important aujourd'hui que jamais. Oui, je pense. Et comme tu dis, franchement, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'avoir ses idées. On peut être hétéro, gay, bi, et on ne devrait pas juger là-dessus, même si aujourd'hui, même si c'est le cas en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont gays ou bi même, qui n'osent pas l'avouer parce que les copains ils vont dire quoi, parce que c'est clair. Et c'est un peu dommage. Ça c'est le paraître parce que des bi et des hétéros qui franchissent le pas, on en connaît beaucoup. Oui, et puis. Il y a des choses que tu peux peut-être pas dire. Ah, il y a énormément de choses que je ne peux pas dire. C'est clair, il ne faut surtout pas regarder dans mon téléphone parce que là, ça va être d'une violence. Il y a cette émission, moi, j'aimerais la faire, mais en même temps, pas la faire. Il y a une émission anglaise où c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est Send to All ou un truc comme ça. Je ne sais pas si tu as vu cette émission. Non, j'ai pas vu. En fait, c'est un animateur anglais très connu. Ils reçoivent une artiste et tout qui autorise l'accès à son téléphone. Et en fait, le téléphone, il envoie un texto à tous les contacts. Mais le texto, c'est un texto qui... Je ne vais pas dire que c'est un texto, mais c'est un texto qui est un peu particulier, on va dire. Et les réponses qu'il peut recevoir, c'est surprenant. C'est surprenant. Il y a eu des moments quand même très... oh là, je ne m'attendais pas à ce que cette personne-là me réponde comme ça. Donc, non, mes contacts, il ne faudrait pas trop aller voir. Puis, il faut surtout faire attention avec mon mari parce que je ne voudrais pas que ça se sache. Juste pour revenir sur Drag Race, 2 minutes, on postule pour Drag Race ou on vient nous chercher? C'est un casting. C'est un casting qui est très demandant. Paradoxalement, moi, pour avoir fait donc Canada et France, le casting Canada est totalement calqué sur le principe du casting nord-américain, donc de la franchise initiale. Et j'aurais tendance à dire qu'il est encore beaucoup plus poussé
que le casting français. Pas que le casting français n'est pas du tout poussé, hein, mais il faut être quick et du moment où on passe différentes étapes, c'est très, très rapide. Il faut savoir se retourner. En québécois, on dit se retourner sur un 25 cents. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir la possibilité. On peut vous donner, par exemple, une semaine pour faire une publicité, une vidéo, une chanson, ceci, là. Donc, il faut avoir vraiment beaucoup de réparties, beaucoup et surtout, je pense, un bon environnement de gens autour de nous qui peuvent nous donner un coup de main parce que c'est énormément, c'est très demandant. Donc, les gens qui sont arrivés et qui ont fait le casting et qui sont arrivés jusqu'au bout, c'est vraiment qu'elles méritaient d'être là. Tu croises des autres dragues au casting? Elles sont à côté de toi? À la base, on ne sait pas du tout, on n'est pas supposé savoir du tout avec qui on sera. Donc, c'est la surprise quand on arrive dans le workroom. Je parle comme si je connaissais, je savais de quoi je parle, mais à la base, pour être allé très loin dans les castings, il y a une de toute façon, on fait signer au fur et à mesure du casting des documents de confidentialité. Si je demande, par exemple, à quelqu'un de m'aider à filmer et tout, il n'a pas le droit de dire que je suis dans le processus du casting et normalement, aucune communication entre les dragues de dire « Ah, j'ai été castée et tout. Voilà, donc c'est la surprise. Est-ce qu'il y a parce que souvent, par exemple, dans les concours comme Miss France, on entend des femmes dire il y a des coups fourrés, il y a des coups de pute un peu. Est-ce que dans ce concours de drague, tu as vu des choses comme ça où vous êtes respectueuses entre vous, entre dragues? Alors, une fois plus, je ne peux pas parler. Je parle de ce que j'ai entendu, hein, puisque je n'ai pas encore été castée. Je dis bien, je n'ai pas encore été castée. Non, parce que je pense, pour le coup, de moi, je vois effectivement les relations que j'ai avec les drag queens et je pense que c'est déjà assez stressant comme concours. Bon, il y aura toujours des animosités, il y aura toujours des dragues, des gens qu'on n'aimera pas forcément, surtout peut-être moins dans des franchises comme le Canada ou les États-Unis où il y a tellement de dragues et c'est tellement des très grands pays. En France, les dragues ont tendance à toutes se connaître un petit peu. Il y aura toujours des animosités et autres, mais je pense que pour le coup, il y a vraiment une fraternité et de ce que je les vois, parce que bon, j'ai eu la chance effectivement à travers la Bitch notamment d'en recevoir beaucoup chaque année et tout ça, il y a une vraie confraternité entre les dragues. Après, je pense, et ça fait partie de toute télé-réalité, je pense, et je sais pour avoir parlé avec certaines personnes, qu'il peut y avoir un editing un peu shady, mais ça fait partie de la télé-réalité. Donc, ça, c'est pour faire de l'audience, c'est pour exactement. Et puis, ça fait partie, on le sait, quand on signe un contrat de ce type-là, on sait que, en fait, tous les coups sont permis. Et à tel point que je sais pas si je devrais dire ça, mais je vais pas dire que c'est moi qui le sais. De ce que j'ai entendu, il paraît en fait que dans les contrats, notamment sur le contrat canadien ou américain, eh bien, lorsque vous signez un contrat, vous signez, je ne vais pas dire que vous signez votre vie, hein, mais vous signez l'accès apparemment à l'utilisation même de tout ce qui est off, c'est-à-dire que le micro doit systématiquement être on et qu'ils peuvent utiliser tout l'audio, même ce qui n'est pas filmé, par la caméra. Donc, c'est vraiment, ça tourne systématiquement. Ouais. Donc, mais une fois de plus, je pense que c'est la beauté de la chose et c'est ce qui fait aussi que la plupart des drag queens, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très fort, sont toujours sur leur garde et dans le but de sortir ce qu'il y a de mieux de tous les artistes, en fait. Ça doit être épuisant parce que tu dois être toujours sur tes gardes. Je pense, mais c'est une belle récompense. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses un peu moins glamour qu'on ne voit pas, nous, public, dans l'univers du drag queen des choses qui peuvent être un peu chiantes aussi, je sais pas. En fait, je pense juste que pour beaucoup de gens, ce que l'on ne voit pas, c'est effectivement l'envers du décor. Ce que ça prend pour devenir drague, quel est l'investissement. Ouais. De temps, il y a du temps, il y a de l'argent, comme tu le disais tout à l'heure. Faut avoir une certaine confiance en soi, c'est clair, net et précis, parce qu'on ne sort pas comme ça dans la rue. Je veux dire, malheureusement, des attaques homophobes, des attaques envers les trans ou autres, on en voit beaucoup trop souvent encore. T'en as déjà subi? Non, moi je touche du bois une fois de plus parce que j'ai un mode de vie, j'ai un mode qui est, je vais pas dire différent, on le cherche pas, ça peut m'arriver demain en sortant ou même dimanche prochain. Mais c'est vrai que moi, par exemple, bon, je suis toujours en transport. Je vais pas commencer à circuler à droite et à gauche en femme et tout. Et puis, c'est vrai que j'ai, une fois de plus, toujours des gens... Je suis toujours
très entourée. Donc, et la plupart des gens qui sont autour de moi sont vraiment des gens qui, s'il m'arrive quelque chose ou si quelqu'un a un comportement déplacé, vont très vite intervenir. C'est une chance que j'ai. Mais je ne suis pas à l'abri, hein, bien évidemment. Je pense que, comme tout milieu de la nuit, parce que, bon, les drag queens, on est des créatures de la nuit principalement, comme tout milieu de la nuit, mais une fois de plus, sans genre, il y a bon, des gens qui sont alcoolisés, des gens qui sont... bon, et puis, il y a aussi ce phénomène, c'est que les dragues, les gens ont facilement, en fait, cette envie de venir vers nous, cette envie de nous toucher, ou cette envie de... Et oublie qu'il y a un humain derrière. Ouais. Et parce qu'on est sur scène, parce qu'on se met en avant, eh ben en fait, on ne peut pas dire non. Ouais. On ne peut pas ne pas vouloir prendre un selfie avec eux. Et ça, malheureusement, c'est je ne vais pas dire qu'il faut faire avec. Non, faut quand même instaurer une certaine distance. Bon, moi, j'essaie de le faire, de plaire à tout le monde au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que les gens comprennent parfois que on vient de performer, ça fait 6 heures qu'on est sur les talons aiguilles de 12 cm et qu'on n'a pas forcément envie. Bon, voilà. Mais moi, une fois de plus, je parle moi personnellement, j'ai une chance d'être entourée de gens qui ne se droguent pas. La drogue dans tous les milieux de la nuit, on sait que c'est très présent, qui ne se droguent pas, qui sont des gens qui sont aussi équilibrés. Et puis, une fois de plus, des gens, et c'est une chance que j'ai depuis les débuts, d'avoir vraiment un noyau. Alors, les mauvaises diront oui, Gisèle, elle entretient les gens autour d'elle, Gisèle, ceci, Gisèle, cela. Sauf que j'ai vraiment, il faut croire que je ne suis pas si chiante que ça parce que j'ai un noyau de gens fidèles autour de moi qui ont plaisir à être à mes côtés et avec qui j'ai énormément de plaisir à être. Et mes danseurs, c'est pareil. Mais c'est important dans toute activité. Tout à fait. Ceux qui réussissent, souvent, ont des noyaux très forts, que ce soit de la famille, des amis qui les soutiennent. Tout à fait. C'est plus dur si on est seul, ça c'est sûr. C'est clair. Et notamment, je fais juste une parenthèse par rapport à Drag Race, et ça, c'est toutes les franchises. Il y a un truc qui est vraiment très, très bien, c'est que ils s'assurent, parce qu'ils savent que pour les gens qui vont être castés, derrière, les retombées peuvent être positives comme négatives, pour différentes raisons, et ils s'assurent effectivement qu'on ait un groupe de support assez puissant, assez fort autour de nous. Ils ne nous laissent pas, effectivement. Donc, il y a vraiment un côté humain, une fois de plus, bienveillant autour de ce concours. Oui, parce que c'est sûr, quand on est beaucoup regardé comme Drag Race, ça peut être très, très bénéfique parce que les gens vont nous aimer et donc là, on va gagner beaucoup de notoriété, c'est très bien. Mais ça peut être aussi tout l'inverse. Ah, bien sûr. Et on est détruit. Et les gens sur les réseaux sociaux peuvent être très violents. Ouais, très violents, très virulents. Psychologiquement, ouais. On l'a vu sur la saison 3 avec certaines dragues qui s'en sont pris plein la gueule, excusez-moi le terme. Ouais, non, qui n'avaient rien demandé. Et puis les gens, du moment où il y a une faille, les gens s'immiscent dedans. Alors, pas tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'on on a la chance d'avoir des fanbases qui sont souvent aussi très bienveillants et très fidèles. Mais il y a aussi, comme dans tout... partout, il y a quelques personnes. On va parler de souvenirs plutôt sympathiques, performants. Est-ce que tu as une performance dont tu te souviens, qui est un show, un spectacle, tu te souviens et tu te souviendras toute ta vie? Oui, je pense qu'un des meilleurs moments pour moi, ça a été en 2012, ça s'appelait le Mascara. Aujourd'hui, ça porte un autre nom. Il y a une drag queen montréalaise qui est un peu iconique, qui s'appelle Mado Lamotte, qui d'ailleurs est régulièrement en France et qui est vraiment une figure totalement emblématique du drag québécois-canadien. Et elle avait un spectacle qui s'appelait le Mascara. Et à l'époque, c'était le plus gros show de drag en extérieur. Je vais dire une bêtise, peut-être, c'était au moins en Amérique du Nord, ça c'est sûr et certain. Et c'était dans le Vieux-Port de Montréal, donc devant 25 000 personnes, un truc extraordinaire. Et en fait, à l'époque, donc c'était en 2012, il y a toujours eu une petite rivalité, en tout cas c'était le cas à cette époque-là, il y a toujours eu une rivalité entre Montréal et Québec, entre la métropole et la capitale, bon voilà. Et Mado m'avait invité, parce que, bon, un des artistes que j'aime le plus performer, c'est Britney Spears. Donc je pense que ça, c'est propre au millénial en moi. Et elle m'avait invité à venir participer, parce qu'en fait, elle octroyait un personnage, elle choisissait les artistes. Et j'étais venue, il faisait 40 degrés et tout, le truc, et c'était une performance qui a duré 12 minutes, j'avais des cheerleaders et tout, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Mais j'ai appris, et une fois de plus,
Et j'essaie de plus en plus, parce que j'adore monter des numéros avec mes danseurs, avec ceci, puis j'ai la chance de performer une fois de plus dans des endroits, que ce soit le yo-yo, que ce soit Mykonos ou autre, des endroits qui sont quand même paradisiaques. Pendant très longtemps, en fait, je n'appréciais pas ce que je faisais. C'est-à-dire que du moment où je rentrais sur scène, j'étais dans ma bulle et je ne profitais pas du moment. Et j'avais tendance, après le numéro, à pointer chaque chose qui n'avait pas été comme j'aurais souhaité que ce soit ou qui avait bon. Au lieu de voir l'ensemble et la performance complète, je voyais les deux, trois petits trucs. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul, je me suis dit, il y a tellement de spectacles où j'étais tellement dans une bulle que je n'ai pas profité. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois que je monte sur scène, je dis, profite-en. Vis le moment, tu connais ta chorégraphie, tu connais tes danseurs, tu as confiance en eux, profites-en, tu as la chance d'être là, d'être sur la scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie d'en profiter au maximum. Et je te dis ça c'est le mascara, excuse-moi, je reviens là-dessus, mais le mascara, c'était certainement un des meilleurs souvenirs que j'ai. L'autre, j'en ai deux, parce que bon, voilà, j'ai eu la chance d'être pendant le Pride de Québec, la même année, en 2012, d'être embauché par la Ville de Québec pour monter un spectacle de Madonna, puisque Madonna venait sur les plaines d'Abraham à Québec, l'immense parc de Québec. Et j'avais appelé ça The Celebration Tour. Donc, Madonna, tu m'as volé mon concept. Merci. J'ai encore les affiches de 2012, donc excuse-moi. Sorry, Madonna. Mais, et pour le coup, j'avais été en première page. Madonna était arrivée le samedi. Moi, j'avais fait le vendredi 2 heures. 15 danseurs, je ne sais pas combien de changements de costume, et j'avais fait la première page du journal le jour où Madonna était sur les plaines. Donc, c'était aussi un très... Ouais. Et il y avait 2000 personnes, c'était sur une des places centrales de Québec, il y avait 2000 personnes, et c'était un des plus beaux moments. Mais j'en ai régulièrement. J'ai tellement la chance de pouvoir performer, contrairement à beaucoup de drags qui n'ont pas cette chance. Donc, je vis chaque moment comme si c'était le dernier. Super. Tu disais, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué? Est-ce que grâce à tes shows de drague, le fait que tu sois une drag queen, tu as rencontré des personnalités connues, des acteurs ou d'autres personnes? Ou non, c'est vraiment une communauté... Si, parce qu'effectivement, une fois de plus, c'est cet engouement. Donc, ce qui est populaire attire ce qui est populaire. Bon, j'ai eu la chance, notamment à travers les soirées que Christopher Davant organise. Bon, j'ai eu Ophélie, j'ai eu Alizée. Bon, là, on va un peu plus dans je vais pas dire le old school. Chérif Alouna également, qui sont des gens adorables. Souvent, j'en parle, mais je pense que celle qui m'a le plus bluffé, c'est Ophélie, parce qu'en fait... elle a aujourd'hui, on a oublié la voix qu'elle a et on oublie à quel point elle chante. Alors, il y a toute l'image derrière, il y a tout ce qu'on veut faire d'elle, de toute sa carrière. On essaie de lui coller une étiquette et tout. Elle a une voix, elle a une voix disque. En fait, elle chante Sache, c'est la version du disque, en fait. Donc, j'ai été bluffée, par exemple, par Ophélie. C'est vrai qu'à Mykonos, j'ai rencontré des personnalités, bon, peut-être plus mainstream, je veux dire, Gauthier et régulièrement, parce que j'avais la chance de bosser dans un endroit qui s'appelle le Jackie O, qui est incontournable maintenant à Mykonos. J'ai eu Gauthier, j'ai eu Din and Dan de Discord, j'ai eu une tripotée d'artistes là-bas qui sont toujours très simples et c'est ce qui m'a toujours épaté, c'est vraiment de ce qu'on voit à la télévision, de la façon dont l'image qu'on peut en donner versus quand on les voit en vrai, qui ne sont pas du tout show-off ou autre, en tout cas ceux que j'ai eu la chance de rencontrer. Dans les shows de drague, ça peut être un mélange de danse, de chant, un spectacle entier de drag queen. Est-ce que vous chantez en playback ou est-ce qu'il y a des vraies chanteuses? Une fois de plus, ça dépend. C'est tellement vaste, ça a énormément évolué aujourd'hui. Il y a des dragues, pour n'en nommer qu'une, qui s'appelle Icy Dragon, qui a fait La France un incroyable talent, qui est une chanteuse live. Bon, elle aime pas faire du playback, elle en fait parce que parfois il faut, elle peut pas non plus chanter mais qui chante de façon exceptionnelle en live. Il y a des drag queens qui vont faire que du voguing, donc qui ne feront pas du tout de playback. Pour la plupart, c'est du playback. Après, il y a des drag queens qui vont être seules sur la scène, qui vont faire du playback. D'autres, comme moi, qui vont préférer monter des numéros avec des chorégraphies. C'est tellement vaste, il y a tellement une possibilité. Les possibilités sont infinies. Et une fois de plus, qui va venir dire tu peux ou tu ne peux pas faire ça, en fait?
Et c'est une fois de plus la beauté de ce métier. Ouais, vous êtes, comme tu disais, t'es un personnage, tu en fais ce que tu veux. Exactement. Tu en fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît, et c'est vraiment cool parce qu'au moins tu peux t'exprimer, tu peux... Totalement. Et une fois de plus, quand je te disais que c'est évolutif, moi je sais que lors d'une tournée, pas une tournée, mais d'un spectacle qui avait plusieurs dates à la Nouvelle Ève, les organisateurs m'ont dit, on veut que tu chantes live. Je fais, tu chantes un peu? J'ai fait beaucoup de musique, D'ailleurs, tout le monde pensait que je serais chef d'orchestre quand j'étais plus jeune, mais ça aussi, ça fait partie des choses. Quand je reviens sur le fait que tu me parlais de mon adolescence. Et on met des vidéos de chef d'orchestre. Oh, exactement. Moi, ma trajectoire au début, quand j'ai commencé plus jeune, c'était vraiment la musique, c'était les instruments, et c'était vraiment bon ça. Et du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté tout, mais vraiment du jour au lendemain. Et... Mais ils m'ont demandé, ils m'ont dit, et j'ai dit, bon, OK, en fait, c'était du chant un peu parlé et tout. Et ça a été vraiment, puis c'était il y a 5 ans, même pas 4 ans. Et j'ai fait, pourquoi pas, en fait. Et j'ai adoré l'expérience et je serais prêt à recommencer, effectivement, demain. Donc, une fois de plus, le drag nous amène aussi à nous dépasser, à essayer de nouvelles choses. Et c'est ce qui fait, une fois de plus, qu'on va de l'avant et qu'on évolue. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que... tu te trompes. Oui, sûrement. Si je commence comme ça... Ça, c'est les hétéros, ça se trompe toujours. C'est une question sur ça. Est-ce qu'il y a des hétéros drag où vous êtes tous homosexuels? Alors, je ne vois pas pourquoi tu fais référence à moi, parce que je ne suis pas un homosexuel, je suis une vraie femme. Non, j'aime bien dire je suis une femme avec quelque chose en plus. Alors, c'est à croire que tu ne m'as pas écouté. Il faut que tu arrêtes de lire tes questions et t'écoutes ce que je t'ai dit. On rembobine, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait maintenant des trans, des hommes hétérosexuels, des bio queens, des drag kings. Donc, je viens de répondre à ta question. Oui, d'accord. Non. Tu sais, mais alors... Pour parler des hétéros, notamment, c'est très récent, en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit, mais c'est très récent. Je fais référence à la franchise initiale de RuPaul, la version américaine, et il y a une drague qui s'appelle Maddie Morphosis. C'est un jeu de mots, métamorphosis, enfin bref. Oui. Et je pense que tu devrais aller voir parce qu'il a une façon aussi d'interviewer qui est très sympa. Et d'ailleurs, il y a une interview avec Nikki Doll qui est géniale. Je l'ai dit à Nikki la dernière fois que j'ai dit, t'étais juste génial. Et en fait, lorsqu'il est arrivé dans le workroom, donc au début où elles sont toutes ensemble, et qu'il a avoué il a dit qu'il était hétéro, ça a créé un peu une surprise. Les gens étaient, ça existe, limite. Ben oui, ça existe, pourquoi pas? Je vois plus, ça revient à ce que je te disais. C'est endosser un personnage. Faut quand même pas oublier qu'au 19e siècle, au 18e siècle, au théâtre, c'était des hommes qui s'habillaient en femmes pour jouer les personnages féminins. Donc, à ce moment-là, on mettait pas une étiquette sur est-ce que tu es homo, est-ce que tu es bi, est-ce que tu es hétéro. C'était, voilà. Puis à l'époque, l'homosexualité, on s'entend que c'était encore plus caché. Donc, c'était beaucoup plus des hétéros qui jouaient des femmes qu'autre chose. Ouais. Aujourd'hui, et c'est bien, il y a encore des drags qui sont récalcitrantes sur la présence de trans ou de bio queen, où il y a des drags qui vont dire non, on ne devrait pas avoir de bio queen face à des drag queens dans des compétitions, des choses comme ça. Eh bien, moi, je suis désolée, mais si, au contraire, il faut aller avec son temps et ça fait partie de notre temps et de l'actualité aujourd'hui. N'importe qui peut faire du drag. Après, je mettrais peut-être juste un bémol en disant si vous le faites, faites-le bien, faites-le à fond, vivez-le entièrement. Et surtout, allez demander des conseils à celles qui étaient là avant vous. Parce qu'on est là aussi, on n'est pas toutes des mauvaises qui ne voulons pas partager nos connaissances. Très bien, le message est passé. Et puis en plus, vous pouvez contacter Gisèle, elle répond facilement. En tout cas, moi, elle m'a répondu facilement. Tant que vous avez une carte bleue sous la main pour pouvoir... Moi, j'ai pas payé très cher. Non, c'est pas payé du tout, c'est retourné. Mais bon, c'était pas pour devenir drague. Mais ceci dit, par contre, t'as un physique et un visage qui, à mon avis, on pourrait te maquiller facilement. T'as un petit nez. J'ai une grosse pilosité et tout ça. Je connais il y a des drag queens qui font du drag avec la barbe. Hein. Regarde vrai. La Big Bertha, elle a de la barbe. Hein. Non, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. En plus, t'as un petit nez. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Ma femme me dit qu'elle adore ça, mon nez, mes oreilles. Alors, ton nez, tes oreilles? Oui. C'est vrai que t'as les oreilles un peu pointues aussi, non? Un peu en elfe? Non. Un jour, peut-être. Peut-être, qui sait. Il ne faut jamais dire jamais. C'est ça. Comment tu vois l'évolution de la culture drag en France ou à Québec? Est-ce que là, dans les 10 prochaines années, il va y avoir des choses qui vont changer pour toi? Pour moi, je ne sais pas. J'espère que je pourrai Comment tu aimerais que ça évolue?
Ben, ça bouge tellement vite déjà. Il y a un tel mouvement de drague, il y a de plus en plus. Je veux dire, il y a encore 10 ans, on n'aurait pas vu. Je sais plus, un jour, j'étais assis dans le marais, puis je voyais une bande de garçons qui arrivaient, et puis ben, ils étaient poilus, mais avec des vêtements de femmes, avec des chaussures. Et je pense que dans leur esprit, et puis on pourrait qualifier ça de drague, pardon, mais elle ne le faisait pas ou il ne le faisait pas dans l'esprit de se dire, je vais aller performer sur une scène. C'était juste, j'ai envie, bon. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers une ouverture, en tout cas, je parle au niveau du drag, de la performance, de ceci, de cela, vers une ouverture sur tous les types de drag. Binaire, non-binaire, genré, non-genré, femme, peu importe, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je pense que ça va être globalement totalement accepté et ce qui est totalement normal. J'espère juste qu'avec tout ce qui se passe et avec cette ouverture, et avec cette présence drague dans les médias, à la télévision, au cinéma, que les opportunités de travail vont continuer à arriver, que de plus en plus de gens vont prendre des risques et vont vouloir monter des choses et travailler avec des drag queens. Parce que c'est essentiel, c'est nécessaire. Et au-delà de notre communauté, je veux dire, faut arrêter aussi de catégoriser les drags dans la communauté gay. Au-delà de la communauté gay, les drags sont des artistes et on devrait avoir la chance et la possibilité de voir des drags partout. Oui. Et que ce soit dans du théâtre, dans n'importe quoi. Je trouve qu'effectivement, parce que tout le monde dira, oui, en France, on a toujours 10 ans de retard. Oui et non. Mais on peut aller encore plus loin avec les dragues en France. Et pour le coup, on est quand même chanceux parce que, bon, il y a eu quand même des débats houleux aux États-Unis sur les dragues, les histoires de contes, les drag queens qui lisaient des contes à des enfants, puis que les élus sont partis en disant, oui, mais ça va être le meilleur moyen pour les tournées homosexuelles ou la pédophilie. Je me dis, mais des gens qui sont totalement, mais qui parlent à travers leur chapeau, Oui. ben, comme beaucoup de politiciens. Et sans connaître. Donc, en France, on est quand même... On n'est pas arrivé à ce niveau-là. On n'a pas eu ce côté rejet. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu, puis j'en ai pas vraiment vu. Donc, c'est vrai qu'ils sont souvent d'un extrême à l'autre en Amérique du Nord. Et même au Québec, j'ai connu des drags qui se sont fait interpeller à ce niveau-là. Je me dis, mais comment c'est possible? Donc, une acceptance, une ouverture plus importante. Et je pense qu'encore en France, on est encore un peu préservé et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que le futur du drag, si aujourd'hui les gens, les médias nous le permettent, va permettre que l'on voit de plus en plus de drague et qu'on ait une exposition encore plus importante. Mais on en voit de plus en plus, j'ai l'impression. Parce que même moi qui ne suis pas de ce milieu, ou en tout cas que je ne connaissais pas, on en voit sur des médias mainstream type M6 ou dans la France un incroyable talent, il y a eu des drag queens qui sont passées. Et souvent, elles sont très bien reçues d'ailleurs de la part du jury. Et elles vont même plus loin, demi-finale, finale. Tout à fait. Mais regarde, je te pose une question. Toi, le terme drague, tu dirais, ça fait combien de temps que tu l'as appris? C'était pas dans ton vocabulaire? Non, c'était pas du tout dans mon vocabulaire. Ça fait 5 ans, 10 ans, même pas 10 ans, non. Même pas 10 ans, tu vois. Donc ça prouve qu'on va toucher. Mais ça revient à ce que je te disais aussi par rapport aux hétérosexuels. C'est là aussi qu'on va chercher le futur du drag, une fois de plus. Et si on peut partager notre culture, la culture drag, ce qu'elle est, avec une toute nouvelle génération de jeunes, mais également avec une perspective vers les hétérosexuels pour qui c'est tout nouveau une fois de plus, eh bien, le futur, il est devant nous, hein, c'est sûr et certain. Hein. Et je ne dirais pas que les belles années du drag sont derrière nous, bien au contraire. Super. Ouais. Dans ton autre vie, tu défends aussi, avec ton mari, tu défends beaucoup les animaux avec diverses peut-être associations. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que ça tient beaucoup à cœur, tu m'en as parlé tout à l'heure. Tout à fait. Tu peux nous parler, qu'est-ce que vous faites avec ton mari? Alors, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fait que les dragues, la nouvelle génération est très woke. Il y a beaucoup de dragues, je trouve, bon, parfois aussi peut-être trop, qui sont engagées. Les dragues engagées, on entend énormément parler de ça. Il y a eu beaucoup de dragues qui ont parlé haut et fort pendant les élections l'année dernière, ce qui était nécessaire, et ça revient une fois de plus à aussi ce que je te disais, que les dragues ont toujours été présentes dans les mouvements sociaux. Les élections américaines? Les élections françaises. Ah.
énormément. Ben, on a eu l'année dernière, c'était quand même... Oui. bon, on a failli prendre un tournant qui n'était pas forcément le tournant idéal pour la France. Et beaucoup de drag queens se sont vraiment manifestés, ont parlé haut et fort sur ce qu'il fallait faire, quel était le choix intelligent, n'est-ce pas, et le choix à faire. Et dans cette culture, bien évidemment, toujours des drag queens qui sont précurseurs de mouvements sociaux. Je ne me serais pas prononcée sur la politique parce que je vais dire que c'est pas un sujet... Je ne vais pas dire que c'est pas un sujet qui m'intéresse pas, mais c'est pas un sujet où je me sentirais à l'aise de parler. Parce que dangereux. voilà. On a assez de politiciens en France qui parlent à travers leur chapeau et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont pas besoin d'une drag queen en plus. Parlez-moi de chaussures et de mode, il n'y a aucun problème. Là-dessus, je suis incollable. Non, et effectivement, la cause animale, la défense des droits des animaux est quelque chose qui est très important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, bon, en France, on est très en retard par rapport aux autres pays européens sur les droits des animaux. Là, en Belgique, notamment, la protection animale et le droit des animaux est rentré dans la Constitution. Bon. Les pays du Nord sont beaucoup plus en avance sur nous. Et en fait, quand je dis la défense, moi, mon mari aujourd'hui est l'avocat de la cause animale en France. En tout cas, un de ceux, je ne vais pas dire ça, sinon on va se faire taper dessus, mais je vais dire un des plus virulents sur les réseaux sociaux notamment. Et effectivement, aujourd'hui, les animaux qui sont maltraités, parce qu'il y a un nombre incalculable de maltraitances animales en France et des choses qui sont... on va pas plomber l'atmosphère, hein, bien évidemment. Non. Mais on se dit... C'est bien de le dire. Je vais utiliser le terme, il y a vraiment des tarés en France. Et il est temps que la justice française se réveille et qu'elle finisse. Parce que qui dit le statut de l'animal a changé dans le Code civil, hein, ce n'est plus un objet. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations peuvent porter des actions en justice et obtenir des dommages et intérêts au nom des animaux qui sont maltraités. Et donc, qui dit ça, hein, dit bien que le Code pénal a prévu effectivement des sentences pour les gens qui maltraitent les animaux. Le seul problème, c'est que, eh bien, comme dans tous les pays, nos prisons sont pleines. Bon, si effectivement vous maltraitez un animal et que ça entraîne la mort de l'animal, sauf erreur de ma part, c'est 4 ans de prison et 60 000 € d'amende. Jusqu'à présent, pour en voir, j'en ai jamais vu. Hein. Ça se passe jamais. La prison déjà ferme, on n'en voit quasiment jamais. Mais effectivement, je veux dire, quand on sait que même notre président de la République on lui a mis un petit truc autour de la cheville, hein, pour aménager... bon, je dis effectivement. Et c'est surtout qu'en plus, c'est une fois de plus, c'est le fait qu'il y a une lacune sur l'éducation par rapport aux animaux. Mais quand je dis maltraitance animale, c'est pas juste le chat et le chien, hein, c'est les abattoirs, bon, nous, on a la chance, effectivement, on est monté jusqu'à 12 chiens, on en a 8 qui viennent des refuges, on a des chevaux, des poneys, des chèvres, on a récupéré 2 veaux qu'on a nourris au biberon, aujourd'hui ils font 600 kilos chacun. Tout ça dans le 16e arrondissement de Paris. Tout ça dans le 16e arrondissement, c'est très chic. Vous pouvez nous voir tous les matins, tous les soirs sur l'avenue Foch, promener nos chiens. Non, effectivement, on a maintenant un refuge à la campagne, mais... c'est effectivement donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Mon mari a dit ça un jour, il y en a beaucoup. C'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est important. On doit éduquer très jeunes les gens et nos enfants sur un chien, ça se tape pas. Mais au plus loin que ça, les gens, je vois des trucs, je me dis... On voit des faits divers tout le temps. Hein. Mais oui, mais si tu prends le temps d'aller sur les sites, les associations, elles débordent d'animaux abandonnés. Alors pour l'été, il est trop vieux, on l'abandonne. Le chien, il a passé 12 ans avec toi. Oui. Tu l'abandonnes comme ça, comme si c'était une vieille chaussette. Je sais pas comment ils font, parce qu'en plus, un chien... Bon, moi, j'ai pas de chien, j'ai des chats, mais même les chats, ils donnent tellement d'amour. Comment on peut abandonner son propre animal? Eh bien, je me pose la question, mais il faut croire que les gens le font sans aucune pitié, puisque les refuges débordent de seniors et tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça me touche, c'est important, et c'est certainement aussi l'avenir de Gisèle est tourner vers ça, devenir vraiment un peu une porte-parole. Je vais devenir une Brigitte Bardot alors sans sa carrière, bien évidemment, et sans sa plastique de rêve. Bon, aujourd'hui, elle n'a plus la plastique qu'elle avait. Hein. Mais c'est le but. C'est le but. Je me dis, pourquoi pas une drag queen, effectivement, ne deviendrait pas... Parce que... ça nous touche aussi. Je veux dire, ça va avec l'évolution normale. Moi, je sais que, aujourd'hui, on parlait des cosmétiques. Et en fait, aujourd'hui, vous lancez une marque de produits de beauté ou si vous n'êtes pas vegan, ça ne marchera pas. Je suis désolée, les gens ont quand même pris conscience de ça. Les pinceaux, c'est con à dire, mais et encore aujourd'hui, il existe des pinceaux sur le marché, c'est des poils
d'écureuil ou autre. Donc, c'est un animal qui a souffert. Bon, les plumes de sur les costumes, c'est très beau, mais vous savez comment l'autruche elle a fini pour récupérer ses plumes? Bon, donc il y a une prise de conscience. Je pense que c'est important dès le jeune âge il y a une éducation qui soit faite autour de l'animal. On sait que les gens de moins en moins consomment de viande. Bon, est-ce que c'est réellement parce que les gens ont pris conscience ou c'est parce que la viande est de plus en plus chère? Ça. Voilà. Donc, moi, une chose est certaine, c'est que si je peux avoir une voix et si je dois prendre position, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la défense des droits des animaux, c'est pour aller à l'encontre de ces gens et des récidivistes. On devrait aller peut-être très loin, et je vais peut-être aller trop loin, mais ils ont mis des décennies à mettre en place un système, effectivement, au niveau des analyses d'ADN ou autres, ou même les pédophiles aux États-Unis. On aurait peut-être besoin, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des condamnations de gens, on demande systématiquement, ou presque, en tout cas nous, l'interdiction à vie pour des gens qui sont condamnés d'avoir des animaux. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chiens ne sont pas pucés avec l'ICAD. Il devrait y avoir, je suis désolée, un répertoire des gens qui ont maltraité des animaux. Donc, je ne vais pas faire le reste du podcast là-dessus, mais c'est le but. De parler, de mettre en avant le travail des associations et surtout... Il y en a une que vous soutenez fortement? Nous, on travaille avec beaucoup d'associations, mais il y en a une, et je vais d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, c'est prévu, je vais le dire, qui s'appelle Suzy Handicap, et elle, la particularité, le nom le dit, c'est une association qui est dans l'Orne et... qui ne prend que des animaux malades et handicapés. Et j'ai vu des trucs. Ouais. La mascotte de l'association, c'est un chien qu'ils ont récupéré, chien donc de Tchernobyl. Le chien, il a juste 2 pattes arrière. Il n'a pas de pattes avant. Et le chien, il est au milieu de tout ça et tout. Et d'ailleurs, on va faire aussi, parce que ça fait partie aussi de notre métier, c'est de faire du crowdfunding, parce qu'ils vont créer vraiment des installations, des tabulations. Vous verriez des choses. Et Stéphanie, celle qui est gérante, qui fait vivre ce refuge, et pour moi, elle a gagné son paradis sur Terre. Parce que quand j'en parle, j'ai des frissons parce que je suis assez émotive là-dessus. Mais Suzy Handicap, c'est parmi ceux qui méritent notre attention, et surtout, le cas échéant, si vous avez un petit 5 € qui traîne, ça fait toujours la différence. Ça fait toujours la différence. Donc, voilà pour le volet protection animale. Super. C'est bien d'en parler, de le dire de temps en temps. J'aimerais juste qu'on termine et qu'on continue notre podcast. Ça fait 4 heures que ça dure. 4 heures. Et là, on passe un petit message à Elisa qui va monter la vidéo. Merci Elisa, exactement. Merci pour le montage. Une vidéo d'Elisa qui monte la vidéo. En sueur, en train de pleurer. Je n'ai jamais demandé à faire ça. C'est ça. Bon, c'est bientôt la fin de son année avec moi, donc... je suis sûre qu'elle est heureuse. Ce sera oui. C'est un stage? Non, c'était une alternance d'1 an. D'accord. Et oui, là, elle est heureuse de quitter. T'as prévu un cadeau pour elle? Ah, mais ça, je lui dirai pas parce que... ton cadeau, c'est le montage de faire 4 heures de Gisèle. Allez, vas-y. J'aimerais on parle des conseils que tu pourrais donner à des jeunes dragues ou des gens qui aimeraient se lancer dans le drag. Quels seraient les conseils que tu donnerais à des jeunes ados ou des jeunes adultes qui aimeraient se lancer dans le drag? Alors, venant de quelqu'un qui fait ça depuis 24 ans, le seul conseil, c'est arrêter dès à présent. Surtout, ne commencez pas. Non, je plaisante évidemment. Le faire pour le plaisir. Ne pas le faire pour la gloire, pour le côté je vais rentrer gratuitement en soirée, je vais avoir des cocktails gratuits. Faites-le pour le plaisir, faites-le pour faire rire les gens, faites-le parce que vous avez besoin de vous changer les idées, faites-le parce que sans raison particulière, parce que un matin vous levez, parce que vous aimez ça, parce que c'est fun, mais faites-le bien, faites-le. Mais vous avez des cocktails gratuits quand même. Et vous avez des cocktails gratuits et les drag queens rentrent gratuitement à la beach. Parce que, mais une fois de plus, je vais pas commencer à donner des conseils sur, en tout cas, make-up ou autre, parce que il y a tout en ligne et que j'en vois plein. C'est ce que non, mais c'est plutôt savoir. Ce que je voulais dire, c'est il y en a qui peuvent avoir honte de leur entourage ou ne pas l'avouer. Et est-ce que
Non, mais Est-ce qu'il faut qu'ils aillent en soirée drague pour aller voir ce que c'est aussi Aussi, bien évidemment. C'est surtout qu'en fait, je pense que faire du drag, ça ne définit pas qui l'on est. Je veux dire, une fois de plus, il faut arrêter de mettre des étiquettes sur tout. Je suis drag, je dois être acceptée. Non, non. On doit faire les choses à la base pour soi. Alors, effectivement, pas toujours. On est parfois forcé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais surtout le drag, surtout ce côté. C'est tellement un milieu, je ne veux pas dire magique, mais c'est des strass, c'est des paillettes, c'est ceci, c'est cela. Faites-le pour vous. Demandez des conseils. Il ne faut surtout pas avoir peur de demander des conseils. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, même quand vous allez voir des drag queens, je veux dire, parfois on a l'air peut-être difficile d'approche, mais en tout cas, si je parle de moi, si quelqu'un veut me demander des conseils ou autre, je serai toujours prête à répondre et à aider, à donner des conseils. Mais par contre, partager entre nous, vraiment se faire plaisir et il faut, et on a besoin de relève. Et la relève actuelle, je la vois assez dans les soirées, elle est canonissime, elle est hyper woke, elle est hyper au courant de ce qui est à la mode, de comment faire ceci, cela. Et on a besoin de cette relève, sinon le drag va finir par mourir et il ne faut surtout pas ça, en fait. C'est quoi l'avenir de Gisèle Chalzy dans les 10 prochaines années? Tu vas devenir la maman de toute cette nouvelle drague qui arrive. Oh mon Dieu. Tu vas... Surtout pas quel enfer. Surtout pas quel enfer, non. Non, mais... non, j'espère pouvoir, en tout cas, tant aussi longtemps que mon physique me permettra d'être sur scène, je le ferai. Et en fait, j'ai toujours dit le jour, mais ça, on revient à ce qu'on disait par rapport au fait que pour moi, c'est une passion. Le jour où je vais rentrer sur scène et je vais faire « ça me saoule, j'ai pas envie », c'est mon wake-up call. Ça veut dire « oh, là, il faut arrêter ». Non, je pense que Gisèle travaille effectivement sur différents projets qui n'impliquent pas forcément la scène, mais qui impliquent effectivement peut-être plus un côté journalistique à voir et à suivre. Et une fois de plus, je pense mettre cette voix et ce côté drague au profit également de la cause animale. OK. Est-ce qu'il y a des collaborations artistiques que tu aimerais explorer, peut-être avec des danseurs en dehors de la drague, des chanteurs Est-ce qu'il y a des choses comme ça Je suis ouverte à tous les contrats, tant que c'est payant. Tant que c'est payé. Tant que c'est payé et que c'est payant, surtout. Parce que ça peut être payé, mais pas payant. Attention, ça peut être tricky. Moi, du moment où c'est très rare, c'est très, très rare qu'on me propose quelque chose et que je dise non. Très, très rare, t'as bien vu, hein? Je t'ai dit oui tout de suite avant même de savoir que je ferais tout ça gratuitement. Mais du moment où ça implique quelque chose, du moment où je sais que je vais avoir du fun, que je vais embarquer dans le délire. Maintenant, pourquoi pas effectivement une apparence à la télé, une apparence au cinéma, ou j'ai très longtemps dit, tiens, je vais peut-être aller voir une agence de casting ou autre, pourquoi pas? Parce qu'une fois de plus, sky is the limit. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais oui, j'aimerais peut-être sortir du côté club et explorer d'autres horizons. Et je veux dire, avec la voix que j'ai, avec la conversation que j'ai, clairement, je suis faite pour la télévision. J'ai une voix et un physique fait pour la télévision. Il y a des gens, comment on dit, tu as un physique fait pour la radio. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui. Mais moi, la voix faite pour la radio et toi, non, mais ça, c'est un shade. C'est ce qu'on appelle un shade. Tu as un physique fait pour la radio. Oui. Voulant dire qu'on te préfère dans le noir. C'est souvent ce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est d'ailleurs derrière la caméra, à qui je dis, toi, ton meilleur ami, c'est le noir. Dans le noir. T'es jamais été plus en valeur quand t'es dans le noir. Mais tu sais qu'on a des gens de France Télévisions qui suivent notre chaîne YouTube. Bonjour France Télévisions, Gisèle Chalzy, artiste nationale et internationale. Je suis prête à tout. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me contacter directement. Mon numéro s'affichera en bas. Donc voilà, mais je pense que je suis rendue là, en fait. Après 24 ans, et je pense aussi que c'est une chance, c'est que France Télévisions pourra le voir, effectivement, TF1 et les autres, c'est que j'ai une aisance, mais ça vient du fait que
j'ai cette habitude de prendre le micro et de faire du stand-up et tout. J'ai une aisance qui fait que je souhaite et j'espère que, effectivement, la suite sera peut-être plus dans cette optique-là. Je reviendrai toujours sur la scène parce que la scène est primordiale et les fans, et je le dis souvent, je finis souvent mes spectacles comme ça en disant, je remercie la technique, je remercie, bon voilà, et je dis souvent, je n'oublie jamais de le faire, de remercier les fans et les gens qui sont là en soirée parce que au bout du compte, ce sont eux qui nous permettent de faire le métier que l'on aime. Une drag queen sans un public, une drag queen sans des fans, elle n'est rien. Et on a tendance à l'oublier, parce qu'ils sont là, parce qu'on n'y pense pas. Et moi, c'est primordial pour moi de remercier les gens qui se déplacent pour venir nous voir ou qui sont là et qui nous applaudissent. Merci, parce que sans vous, on n'est rien. C'est ça. C'est dans tous les milieux artistiques, bien évidemment, c'est grâce à ces gens-là qui regardent, qui applaudissent, que votre travail est reconnu, en fait. Tout à fait. C'est vraiment grâce à eux. Il y a un boulot en amont de notre part, mais si les gens ne regardent pas, si les gens n'applaudissent pas, si les gens ne parlent pas de nous, on n'existe pas. Exactement. En tout cas, moi, le premier show de drague que je viendrai voir, c'est quand je monterai à Paris, je te préviendrai pour savoir quand est-ce que, tu je t'attendrai, mais de pied ferme, ne t'inquiète pas. Et puis on viendra avec des amis ou ma femme, je sais pas. Mais avec tout le monde, t'amènes tout le monde. Plus il y a de monde, mieux c'est. Plus on s'amuse. C'est partout pareil, que ce soit sur scène ou dans un lit. On n'est pas allé dans ce domaine-là. Moi, je peux y aller sans problème. On fera un deuxième épisode. Mon mari, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas comment est ta femme, mais moi, en tout cas, mon mari, je peux parler de ce que je veux. Ok. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai adoré l'épisode. Alors, je vais te répondre ce que je réponds souvent. Je vais te dire, des podcasts comme celui-ci, je n'en souhaite à personne. La référence, tu la connais ou pas? Non, je la connais pas. C'est forcément, tu es hétérosexuel, tu vas connaître. Ça vient d'un film qui s'appelle Tati Daniel, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Okay, non. Tati Daniel, c'est un film très, très drôle. Tu iras voir. Et en fait, c'est une vieille rombière chiante. En fait, tout moi, en fait. Et le slogan du film, sauf erreur de ma part, c'est effectivement, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Et donc, j'ai repris un peu dans un des trucs dans le film, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice. Elle dit, et puis, Tati Daniel, un après-midi, vous avez apprécié votre après-midi? Et elle répond, un après-midi comme celui-ci, je n'en souhaite à personne. Ok, d'où la référence. Donc, c'est là que ça vient. Mais non, merci infiniment de surtout ton ouverture d'esprit. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de podcasts, d'émissions de radio, télé ou autres, comme ça, qui sont ouverts à en apprendre plus sur notre... sur votre art, ouais. Sur notre art et sur ce beau métier qu'est l'art du drag, exactement. Mais exactement. En tout cas, merci de t'être déplacé. Tout ça gratuitement, même si elle le fait jamais. C'est exceptionnel. Exactement. J'attends par contre le numéro de téléphone. Tu m'avais promis le numéro de téléphone du boxeur là, qui était là la dernière fois. Cyril Benzaken, si tu nous écoutes. C'était le deal, je te rappelle. C'était ça le deal. Son numéro de téléphone contre le fait que je venais gratuitement. Mais en plus, tu as pu le croiser à Paris. Il est pas mal actif, c'est possible. Je ne sais pas. On n'est peut-être pas dans les mêmes milieux. Ouais, peut-être. Peut-être dans le milieu de la nuit et des clubs libertins. Je sais pas. Je vais lui faire une réputation. Ça se terminera jamais, ce podcast. Non, c'est clair, on est parti pour... Cyril, si tu nous regardes, on se voit bientôt. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Gisèle, d'être passée. Merci pour ton accueil. C'était très bien. J'espère que les gens ont apprécié écouter ce podcast. C'était sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Vous pouvez aller voir sur toutes nos plateformes, sur les plateformes de Gisèle également, qu'on mettra dans nos réseaux sociaux. C'était Gisèle Chadzi, drag queen reconnue internationalement dans Parlons peu, parlons passion. À la semaine prochaine. Ciao.